Et bonjour et bienvenue à tous sur le podcast des bières et des gars. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Astro Bonjour. et moi-même. Et Malheureusement, Radi n'a pas pu nous rejoindre. Il est indisponible et c'est vrai que c'est un sujet où malheureusement on est peut-être plus intense. Donc c'est vrai que le temps de parole aurait été un petit peu difficile à se disputer. Tout d'abord, j'aimerais commencer par lancer le sujet. Le sujet, ce serait les élections 2022 qui approchent à grands pas. Le jour où nous sortons ce podcast est le dernier jour où la scène médiatique a le droit de diffuser avant dimanche 10 avril des nouvelles à propos de ces élections en France. Et donc je voulais voir à peu près, Astro, comment ça va? Est-ce que tu as suivi cette campagne? Est-ce qu'elle t'a intéressé? Et puis, est-ce qu'elle t'a cherché en fait en tant ancien étudiant en sciences politiques? Est-ce que tu l'as trouvée intéressante? Voilà. Quel a été ton ressenti par rapport à tout ça? déjà ça va bien, merci. Non, en vrai, qu'est-ce que j'en ai pensé d'une manière globale cette campagne? Moi, je l'ai trouvée hyper intéressante parce que je pense que c'est la première campagne. J'ai bien regardé celle de 2017. Je pense que la première vraie campagne que j'ai suivie de fond en comble c'était 2017. Avant, du coup, on était en 2012. Je crois pas avoir tant suivi que ça de très proche. Parce que j'étais plus jeune, etc. Mais celle-là, je pense que c'est la première où déjà j'avais un moyen de comparaison, comme j'avais suivi celle de 2017. Et mon intérêt personnel pour la politique aussi a énormément évolué, il a énormément plus grandi, j'ai appris aussi beaucoup de choses, etc. Donc, je l'ai vraiment aimé pour ça. On dirait que je parle d'un film, genre c'est vraiment une super par Ouais, c'est rapport au vrai film que ça d'avant. donne, Et, ça donne le même ressenti, mais bon, la chaîne est faite pour ça aussi. non, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté imprévisible des candidats qu'on a eu. Je fais notamment référence à Éric Zemmour qui a quand même bien rythmé la campagne. Est-ce qu'il va se présenter? Oui, non. C'est très rare. C'est ça la beauté de la France aussi en termes dans son système, c'est que voilà, un journaliste peut aujourd'hui, je crois qu'il est classé à juste en dessous des 10%. Bon, il est en chute libre, mais il est à 9,5 je crois de ce que j'ai vu récemment. Bon, il varie en gros entre 9 et 11%, quoi, dépendamment des sondages qu'on prend. Donc, il y avait aussi ce côté d'avoir des candidats comme ça, la gauche qui s'est détruite et scindée en 12, vraiment encore plus qu'à la présidentielle d'avant, puisque je crois que c'est la première fois depuis 2008 que le Parti communiste français présente un candidat. Donc, 2007, pardon. Donc c'est ça, donc il y a eu quand même des rebondissements, des choses intéressantes. Et je trouve que l'étendue des candidats qu'on a sont une bonne nouvelle parce que souvent on dit que les gens se désintéressent de la politique, on n'en a plus rien à foutre, etc. Mais le fait qu'il y ait toujours autant de gens qui veulent essayer de changer le système, essayer de faire jouer la démocratie, bah je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. On a un problème d'engagement, mais je trouve que le jeu politique en France, ça s'est pas résolu à 3 personnes. Il y a encore 12 candidats, tu vois, qui ont réuni les 500 signatures. Et je trouve quand même que en termes de présence, de choix politique, il est très grand, quoi. Donc, en tant que tel, la campagne m'a intéressé. Même si je suis à Montréal, j'ai quand même pu bien suivre les débats aussi, notamment grâce à YouTube. Ça, c'est quand même ouf, le fait que maintenant, je peux suivre quasiment tous les débats, toutes les interventions qui remettent certains candidats, leurs interventions de 3 heures sur YouTube et tout ça, c'est génial quand même. Et, euh, et c'est top, quoi. Donc, ouais, dans l'ensemble, moi, pour l'instant, je trouve que du point de vue de politique, c'est une très bonne campagne. Intéressante à regarder, intéressante à suivre, on se fait pas chier. Bien évidemment rythmée par des événements internationaux aussi. Mais après, du point de vue santé démocratique, je pense qu'on y reviendra après. Mais donc, je vais te passer la Mhm. parole, toi, pour savoir justement t'es retourné en France. T'as pu aller à certains meetings, t'as essayé d'y aller et tout. Genre, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? La différence entre les deux, entre le moment où t'es parti et le moment où t'es arrivé. T'as pu t'investir réellement sur le terrain. Genre, est-ce que t'as vu une différence? Et qu'est-ce que t'as pensé en général de la campagne? Genre, c'est quoi, toi, ton ressenti? Merci beaucoup. C'est vrai que ce qui est intéressant dans nos deux profils, c'est aussi que on est deux Français qui ont vécu pour une grande partie de leurs dernières années à l'étranger. Et toi, tu suis la campagne de l'extérieur et moi vraiment de l'intérieur. Alors, je suis pas dans le cercle rapproché politique, mais déjà pour nos auditeurs qui comprennent et qui pensent pas qu'il y a un biais par la suite, je suis directement militant dans l'équipe de Valérie Pécresse.
donc vraiment les Républicains, et j'ai suivi à peu près depuis janvier, depuis le comité de soutien à Valérie Pécresse en compagnie de Brice Hortefeux, la campagne, et j'ai milité à Clermont-Ferrand, à Riom, et de manière générale un petit peu, je suis monté à Paris là ce dimanche, justement à Porte de Versailles pour la soutenir pendant le fabuleux meeting. Donc voilà, le petit fabuleux peut-être était un petit peu subjectif. Il n'y a pas de biais, mais c'est pour c'était placer un petit peu la meeting chose. fabuleux. Non, il était très beau. Si on prend le meeting du Zénith, on y reviendra un petit peu plus tard. Zénith, Si on prend le c'est meeting du Macron. Zénith, non, c'était le premier meeting de Valérie Pécresse Pardon. où elle a avoué ce soir, là on enregistre mardi 5, elle a avoué elle-même sur France 2 avoir trébuché à ce premier meeting Ah oui, en voulant levez-vous être là. C'était trop ça, là. masculine. Voilà. Oui, elle a essayé d'être trop masculine, elle a essayé d'être un orateur avec des codes masculins et elle s'est rattrapée en assumant sa féminité qu'elle porte pendant la campagne. Mais bref, tout ça pour dire que je suis cette campagne, moi, de très très près. C'est une campagne qui m'intéressait parce qu'un petit peu comme Astro, en 2012, donc je n'étais ni électeur, ni vraiment, j'étais pas adulte de manière générale, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué de suivre la campagne, et puis j'étais aussi très jeune. En 2017, je l'ai suivi en tant que premier électeur, donc c'était intéressant parce que c'était un exercice démocratique, et puis on a fait la file d'attente devant le collège Stanislas pendant plusieurs heures dans le froid, donc l'exercice démocratique était bien présent. Et pour le second tour, j'étais à New York, j'ai fait une procuration et j'ai appris la victoire de Macron. J'étais en mode c'est cool, la démocratie est sauvée. Et pour cette campagne, donc j'ai voulu rentrer dans le cœur du sujet, en même temps j'essaye de l'analyser sur le côté. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de comparer un petit peu les deux, et on va y revenir un petit peu parce que c'est vrai que c'est les élections les plus comparables qu'on a eues jusqu'à présent dans la Ve République, parce qu'on a à peu près le même paysage politique, bien que, comme Astro l'a dit, on a un paysage politique qui est très éclaté. Alors, il y a une chose sur laquelle on embarquera après, peut-être, c'est certes la démocratie, on dit que les gens sont désintéressés, mais il y a beaucoup de candidats. Après, en politique, est-ce que l'offre rencontre la demande ? Est-ce que le fait d'avoir 12 candidats qui ont leurs 500 signatures, notamment grâce à des soutiens de maires qui ont décidé de se mettre en commun pour que les candidats aient leurs 500 signatures, pour des raisons qu'ils estiment démocratiques, qui est une question un petit peu ouverte, que tout le monde ne trouve pas forcément démocratique, qu'on ait automatiquement les 500 signatures parce qu'on est candidat. Donc, toutes ces questions ont un petit peu, entamé l'élection. Par la suite, ça a été vraiment le débat sur l'immigration qu'a porté Éric Zemmour par son arrivée. Et en fait, moi, ce qui m'a étonné, ça n'a pas été Zemmour comme Astro, ça a été l'arrivée de Jadot, un militant de Greenpeace, et pour une première fois, une candidature écologiste très forte, qui ne veut pas se rattacher au PS, qui ne veut pas se rattacher à l'extrême gauche avec les insoumis ou même les communistes. Et donc au final, une candidature qui est un petit peu différente, mais qui n'a pas su s'imposer. Et après, évidemment, on a eu l'Ukraine qui est arrivée et qui a complètement monopolisé les débats, mettant un petit peu de côté l'écologie, l'éducation. On a beaucoup parlé des retraites, alors que voilà, c'est un sujet qui est plus là pour miner Macron que réellement intéresser les Français, étant donné que tout le monde sait que cette règle va changer dans les 5 prochaines années, puis les 5 d'après, puis les 5 d'après. Donc voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Je vais éventuellement te repasser un petit peu la parole, Astro, par rapport notamment, éventuellement, tu parlais de cette gauche qui est un petit peu, on va dire, éclatée pour certains. Donc pour rappeler, on a l'EPS avec Hidalgo, on a l'Europe Écologie Les Verts avec Jadot. Est-ce qu'on l'a vraiment? Je ne sais pas. Il y a le Parti Socialiste à l'élection. Christine Taubira n'a pas réussi à avoir ses 500 signatures, elle n'en a eu que 18. Les Insoumis avec... T'étais vraiment obligé de le préciser, genre pour le ramener, genre elle n'en a eu que important. 18. Hein? Cette nulos. C'est important, j'aurais mentionné Florian Philippot s'il y avait besoin avec sa seule candidature. Voilà. Nous avons le Parti communiste français avec Fabien Roussel, le nouveau parti anticapitaliste avec toujours Philippe Poutou pour la 3e fois, et Nathalie Arthaud chez Lutte ouvrière. Donc voilà, toi qui est peut-être, si on doit à peu près donner nos affinités, je te laisserai donner la tienne, je veux pas te la forcer, mais toi éventuellement qui vois ça peut-être d'un point de vue plus personnel, comment tu penses cette fraction en tout cas de la gauche? Je crois que t'as oublié Mélenchon, non? J'ai dit les Insoumis avec Mélenchon, avec Jean-Luc Mélenchon. Okay, ouais, pardon. Juste après Taubira et avant Fabien Roussel. Oui, non, moi forcément, oui, c'est sûr que justement l'idée du podcast vient du fait que on est plutôt opposés entre guillemets dans nos idées, etc. Et que moi, je me classerais plus comme à gauche. Donc j'ai fait tous les tests possibles et imaginables.
le candidat qui me convient le plus, c'est Fabien Roussel, donc le Parti communiste français, Du qui, bon vin et de la bonne viande. exactement, mais qui, quand on regarde son programme, quand même, on se dit, ah putain, le Parti communiste qui est pas anticapitaliste, quand même, on est dans un concept aujourd'hui, que veut dire le mot communisme, quand même, ça c'est quand même très révélateur. Non, en fait, le problème, c'est qu'on est face à une gauche, même si Jean-Luc Mélenchon le disait chez Hugo Décrypte, que d'ailleurs je vous conseille très fortement toutes les vidéos de sa chaîne pour vous intéresser au programme politique. Hugo Décrypte lui posait la question, est-ce que c'est pas un problème qu'il y ait autant de personnes à gauche? Et Jean-Luc Mélenchon lui disait, mais en 80, il y avait même plus de candidats encore, elle était encore plus explosée, le Parti communiste était encore plus, comment dire, était moins, cherchait moins à rassembler, etc. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que justement, on n'a personne qui arrive à unifier réellement la gauche, mais on a le même problème à droite. Je trouve qu'il n'y a personne qui arrive réellement à réunifier la droite ou la gauche, au sens large qu'on l'entend. On n'a pas de candidat qui est capable de réussir à faire voter les mêmes personnes aux mêmes endroits. Le meilleur exemple qu'on a en politique, ça reste quand même Mitterrand, qui avait réussi à rassembler toute la gauche sous son étendard, et c'était pas chose facile, y compris les communistes. D'ailleurs, il s'était bien fait tacler pour ça. Mais on a plus de leader. Alors, est-ce qu'on a plus de leader? Ça, on pourrait en parler pour mille et une raisons. Parce qu'on n'en veut plus, parce que je sais pas, les gens sont plus réceptifs à ça, parce que je sais pas. Mais c'est vrai que la gauche, elle est éclatée et que moi, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas pour qui. Enfin, je me dis, idéalement, je voudrais voter pour Roussel, mais je me dis, à quoi ça sert de voter pour lui, sachant qu'il va faire 4%, et que l'autre candidat de gauche, Anne Hidalgo, va faire 2%, et que il y a que Mélenchon qui est un extrême, ne l'oublions pas, qui potentiellement pourrait arriver au deuxième tour. Et tu t'es dit, super, donc soit ça va être un extrême de droite, soit ça va être un extrême de gauche, qui va se retrouver probablement face à Macron, parce que voilà, Macron a, enfin je dirais pas qu'il a un bon bilan, mais la guerre en Ukraine va lui porter énormément, ça va lui faire du bien, quoi, ça, parce qu'il a quand même bien, moi je trouve personnellement qu'il a bien représenté les intérêts de la France, dans le sens, peut-être pas les intérêts, mais il s'est présenté comme leader en tout cas, comme leader français. Moi personnellement, j'avais pas honte que ça soit lui qui aille voir Poutine au-dessus de la table énorme là. J'étais pas en mode ah ça va mal se passer. Bon, ça s'est très mal passé, mais reste que C'est peut-être un petit peu le problème, on en discutera tout à l'heure. non, mais tu sais, reste que voilà, je trouve qu'à l'international, t'as l'impression qu'il se fait écouter, quoi. T'as l'impression qu'il existe, alors que bon, bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais je trouve que c'est ça, on a une gauche et une droite éclatées, où on n'aura que des extrêmes qui peuvent passer. Alors, est-ce qu'on a une mauvaise définition des extrêmes? C'est une question, je pense pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est un extrême, comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour. Mais c'est qu'on a, j'ai l'impression que euh, on est en train de se polariser, mais qu'il y a personne qui est capable de ravaler sa fierté, d'avaler une couleuvre, comme on disait avant, pour vraiment se ranger derrière un candidat, un leader, entre guillemets. Mais même la droite hein, souffre de ça, je pense que tu pourras mieux en parler, mais je trouve que Valérie Pécresse n'a pas réussi une once de ce que Sarkozy avait réussi en termes de tenir tous les grands ténors de la droite, de les ramener, ce que Chirac avait réussi à faire avec le RPR aussi, notamment, bon, il s'était pris une droite par Sarkozy dans les années 90, mais il avait réussi à l'écraser, et justement Sarkozy avait pu revenir que plus tard. Donc, moi, c'est vrai que, comme tu disais, est-ce que l'offre répond à la demande? Bah, ça, c'est un gros point de réflexion pour ma part. Je sais pas si les gens sont profondément désintéressés de la politique et l'offre ne leur correspond pas, donc ils en ont rien à foutre, donc ils voteront pas. Ou si vraiment ce qu'on nous propose ne correspond pas à ce que les gens veulent du tout, parce qu'il n'y a pas de leader. Mais pourquoi il n'y a pas de leader ou de leaduse? Est-ce que parce qu'on n'en veut pas, parce que le système est trop truc, ou parce que les gens veulent se faire imposer un peu un système américain, tu sais, où t'as pas le choix, tu votes pour le mec qui a gagné la primaire, tu vois. Mais c'est sûr que moi, la mort du PS m'attriste énormément, mais pas parce que c'est le PS,
parce qu'on n'a plus de gauche rassembleuse, quoi. La seule gauche, ça va être une extrême gauche qui arrive et que vraiment, je vous conseille de regarder le Parti communiste français, de voir ce qu'il propose, de voir ce que Fabien Roussel propose. C'est la base de la gauche, quoi. Vraiment, son gros défaut, c'est l'environnement, mais c'est la base de la gauche, quoi. Tu te dis, putain, si ça, c'est le Parti communiste français, où est-ce qu'on va, tu pourrais peut-être un peu plus parler, par exemple, de la droite aussi, de l'éclatement qu'il y a de la droite, parce qu'il y a un certain éclatement quand même. Il y a quand même Même, beaucoup c'est vrai de... que c'est vrai que Macron, quand il est arrivé, a énormément fait de mal au LR. En plus, il est arrivé à une époque où il y a eu l'affaire Fillon, donc il y a énormément, voilà, à ne pas oublier quand même que Fillon, malgré toutes ces affaires, etc., était arrivé en troisième place avec 19%, hein, donc c'est assez impressionnant par rapport au score actuel que peut faire dans les sondages, et attention, j'aimerais qu'on parle à la fin des sondages. Euh, donc, bref, François Fillon a réussi quand même à faire un bon truc. Juste pour faire un petit historique, par contre, la droite n'a jamais vraiment été très unifiée, hein. La présence de l'extrême droite, en fait, François Mitterrand a fait l'extrême droite, euh, a déjà divisé énormément la droite française, mais c'était pas une... L'extrême droite n'était pas de droite, c'était une extrême droite beaucoup plus d'extrême. C'était vraiment, voilà, l'antipode, c'était le rejet. Mais petit à petit, ça a glissé en effet. L'arrivée de Macron a déjà donné un premier coup, et l'arrivée de Zemmour a donné un deuxième coup, où il y avait cet emballement un petit peu au début de l'année, on le voyait dans les sondages, on se disait mince, Zemmour va être au second tour, et justement il y avait cette question qui grandissait chez les LR depuis 2017, qui était de dire mais au final pour récupérer les électeurs de droite, est-ce qu'il ne faudrait pas glisser vers l'extrême droite? Et là en fait on a perdu quelque chose de fort, et en tout cas de fort pour moi et de fort aussi pour les militants, qui est que la droite s'axait pas seulement sur un programme économique, s'axait pas forcément sur le libéralisme ou le protectionnisme, elle s'axait sur les valeurs. On disait souvent la droite des valeurs. Et on le voit à l'époque de Balladur, parce que tu disais justement que la droite avait été rassemblée, etc. Il y avait quand même eu la grosse fraction Sarko-Balladur avec Chirac. Et on le voit aujourd'hui avec... Bon, Sarko fait sa tête de con, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est juste ça. Quand tu vois que François Fillon rejoint Valérie Pécresse, c'est juste parce que Sarko veut pas. Il ne veut pas. C'est une question d'ego, c'est une question de personne. parce qu'il l'a pas soutenu. Je crois que l'historique, c'est ça. C'est parce que quand lui s'est présenté, Valérie l'a pas soutenu. Elle est allée avec l'autre candidat de droite en 2008 ou en 2012, je sais plus exactement. Et il l'a toujours en travers, quoi. C'est une question d'ego, Oui. effectivement. Et je pense que il mise sur le fait que Macron sera toujours président et que ses affaires et son commerce, son business, peut-être que Macron lui a fait, sans tomber dans les théories du complot, etc., lui a dit bah, pendant 5 ans, je regarderai pas vraiment, je viendrai pas te faire chier, quoi. C'est parce que Mhm. si demain Macron se mettait pour aller le détruire, je pense que il aurait peut-être des plus gros problèmes, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un simili-deal comme ça de je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille. Et voilà, tu sais, c'est de bonne guerre, quoi. On se Ouais, regarde oui. de loin. Bah après c'est une question de l'indépendance de la justice et de notre démocratie, et c'est vrai que c'est un plus grand problème, mais c'est vrai que voilà, on a une droite qui aujourd'hui, moi je le vois auprès de mes amis militants, se dit si jamais on passe pas au second tour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote Macron? Est-ce qu'on vote Le Pen? Et de plus en plus, et c'est bizarre, c'est on ne vote pas. Mais on ne votera pas, on votera blanc. Et beaucoup pensent que la seule manière pour Valérie Pécresse de s'en sortir, parce que c'est vrai qu'elle a été étiquetée depuis le début, bah c'est quoi la différence entre Macron et Pécresse? C'est quoi au final Pécresse, et ça a été toute la campagne de Zemmour, de dire que Pécresse était une centriste macroniste, là où en réalité il y a un programme, etc. Et c'est vrai que il y a le fardeau de la preuve du coup qui retombe, de dire ah bah en quoi tu es différent, et c'est toujours plus difficile de donner des différences, et au final, et ça rejoint l'éclatement de la gauche, Macron, de par son arrivée, à gauche, il disait qu'il était à droite, et à droite, il disait qu'il était à gauche. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Samedi, Hidalgo a dit la même chose, et dimanche, Pécresse a dit la même chose. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans son meeting au Zénith, c'est 50 plus. C'est littéralement, on garde le même cap. Et pour moi, un gars de droite, Macron a fait de la gauche. Et pour un gars de gauche, Macron a fait de la droite. Donc, je pense que ce clivage gauche-droite, il s'est affaibli par beaucoup de choses, et aussi par l'absentéisme. Pas par l'absentéisme, l'abstentionnisme. On voit qu'on va arriver à des niveaux records, et c'est vrai que les gens désabusés, les gens qui n'y croient plus, les gens qui sont dans la misère, voilà, ils n'y arrivent plus.
Mais j'aimerais juste revenir sur deux, trois points là que tu avais mentionnés. Le Parti communiste français aussi, c'est comme tu l'as dit, la définition des extrêmes est très intéressante. Et là, on n'est plus sur de la sociologie politique, donc on va essayer de pas perdre nos auditeurs. Mais c'est vrai que c'est les extrêmes qui définissent le centre, souvent. Et donc, C'est la le Parti communiste fenêtre français... d'Overton. C'est ça, ouais, Le ouais. principe, et justement, Zemmour est arrivé et a élargi énormément les extrêmes à droite, en tout cas, et le Parti communiste, à l'époque, faisait ça pour la gauche. Là, c'est Poutou et Voilà. Artaud qui font ça, et tu te dis, enfin, eux, ils sont pas écoutés. Le Parti communiste, en France, je suis pas communiste du tout, mais tu sais, il a une histoire, c'est un parti historique. C'est Communisme en ça. France, ça a été un des leaders de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, c'est- c'était pas des gens perdus, ils étaient pas beaucoup, mais quand ils parlaient, on avait tendance à les écouter par ça. Et ils se Mhm. sont effondrés dans les Qui années avait le respect de 80. De Gaulle, d'ailleurs. C'est ça, bah oui, mais ils se sont effondrés dans les années 80 à cause de Mitterrand qui les a englobés, qui a réussi Mhm. à les englober. Et depuis, c'est vrai que l'extrême gauche était portée par des gens qui voulaient, bah, exactement comme les communistes, détruire le système actuel pour en reconstruire un plus centré vers les gens. Donc, c'est Mélenchon en grande partie qui porte ça depuis, je pense, 15 ans maintenant. Je sais pas combien de temps ça fait Tout à fait. qu'il Mais existe. c'est la grande tristesse. Puis c'est vrai que Mélenchon porte en lui cette humiliation de ne jamais avoir été la figure du PS et se veut le grand destructeur au final de tout ça. Mais moi, c'est une grande question que je pose au peuple de gauche. Vous dites votez utile, votez Mélenchon. D'accord? D'accord? Mais est-ce que les militants de droite doivent dire pour détruire Macron, votez utile, votez Le Pen? Parce qu'à ce moment-là, si, et moi j'en suis convaincu, Mélenchon et Le Pen ne sont pas du tout aux extrêmes opposés, c'est les mêmes. Ils ont la sécurité, l'immigration, mais les programmes économiques, les programmes sociaux sont exactement les mêmes, les thèmes abordés sont exactement les mêmes. Donc, si on commence à tomber dans la facilité du vote utile, ce n'est absolument pas bénéfique pour la gauche. C'est loin de là. Non, mais pour te Donc, re... si on est vraiment de gauche, on ne peut pas penser vote utile. Non. C'est impossible et ça serait aller contre les idées de gauche. Mais en Voilà. plus, pour te rejoindre, ce que je trouve très intéressant avec Marine Le Pen et Mélenchon, c'est qu'ils ont la même stratégie, c'est-à-dire de se dédouaner du pouvoir et dire je vais rendre le pouvoir aux gens. Marine Le Pen, elle a très clairement dit l'immigration, la politique sera adoptée par référendum. La politique européenne, grande partie par référendum. Mélenchon, son grand truc, c'est de faire la commune là et de donner, Ouais. de définir le système par les gens, sachant qu'on aura peut-être Moi, je sais pas, c'est les gens qui décideront, c'est Ouais, les experts. c'est ça. Genre, déjà, est-ce que les gens tous ensemble ont forcément des bonnes idées? Pas sûr. Mais donc c'est vrai qu'ils ont le même but ultime, c'est-à-dire de redonner, et qui est un but louable, le goût de la politique et de la pratique politique aux gens. Et de prendre les grandes décisions ensemble, parce qu'ils ont bien compris que bah, justement, les gens sont généralement insatisfaits et t'en tiennent pour responsable. Et c'est un moyen de dire, bon, bah, par exemple en Angleterre, par exemple en Royaume-Uni, on entend très peu le fait qu'il y ait des pénuries, des problèmes, parce qu'il y a des pénuries en Angleterre, un peu, à cause des camionneurs, parce que justement à cause du Brexit, ils ont révoqué plein de permis de travail. Et en plus, la guerre en Ukraine en a rajouté, notamment pour acheminer tout ça. Mais on entend très peu de gens qui se plaignent. Parce qu'en fait, le gouvernement les regarde et leur dit bah, fallait pas voter oui, hein, si vous vouliez que ça reste comme c'était. Donc, forcément, ça te dédouane des conséquences qui pourraient commencer à être très problématiques. Si demain il y a une hausse du pétrole parce qu'on a décidé d'une manière commune de sortir de l'Union européenne, et ce ne sera pas les gilets jaunes. Ça ne pourra pas arriver puisque les gens diront ouais mais on n'avait qu'à voter non, on n'avait qu'à se mobiliser pour y aller. En fait, on a vraiment eu une chance de dire qu'on n'était pas d'accord et puis on l'a pas Oui, fait, mais tu tu vois. montes un peu le peuple l'un contre l'autre, excuse-moi de te couper, mais c'est un peu ce qu'on a vécu dans les années 30. C'est le fait de reprocher, que les uns les autres se reprochent. Tu sais, dans les années 30, il y a eu les Ouais, défilés de croix de feu, etc. Et c'était justement regarder, si on essaye de faire le parallèle gauche-droite, bien que la Troisième République était loin de ce parallèle-là, non, il y était, mais dans un autre contexte, on disait c'est de cette partie des Français sur laquelle oui. repose le Je pense problème. qu'à long Là où terme actuellement, ça on a une division élite-peuple, alors que là, on partirait vers, bon ben, ceux qui portaient ce projet, c'était les pro-Brexit, donc c'est de leur faute actuellement, c'est sur eux qu'il faut oui, taper. oui.
Mais je pense qu'à long terme, ça serait beaucoup plus néfaste, hein, a priori. Mais donc c'est pour ça que oui, les extrêmes, comme aurait dit Matisse, s'il avait été là, des fois, tu es tellement à gauche que tu finis par être de droite, d'extrême droite, Ouais. et tu es tellement à extrême droite que tu finis par être de gauche. Et les deux finissent par prôner le retour au peuple et l'intolérance. Dans les grandes lignes, c'est ça quand même. Je veux dire, Mélenchon est la personne la plus intolérante vis-à-vis des forces de police, alors Ah oui, que tout à fait. faudrait peut-être, je dis pas que que tout va bien avec la police. Je pense que effectivement il y a des enjeux, faut réformer, faut se pencher sur la question. Mais je vous invite vraiment à voir son intervention dans l'émission Face à Baba, face Oh aux mon Dieu. policiers de la BAC, qui Mhm. moi, c'est là où il m'a perdu. C'est-à-dire qu'au vraiment au début de la campagne, je me suis posé la question, vas-y, pourquoi pas Mélenchon? Ça peut être un projet intéressant. Et là, il m'a perdu vraiment de ouf. D'une Ouais. agressivité la plus totale, aucune source de dialogue, aucune source de débat. Et je me suis dit, non, tu peux pas aborder des sujets aussi sensibles que la police et des sujets tout court de société avec. Enfin, t'as l'impression que le mec, c'était quelqu'un qui avait participé à des meurtres. Enfin, t'as l'impression que c'était un meurtrier, quoi, le mec vraiment en face de lui, quoi. Bah, C'était ça a été un intraitable. déferlement de haine, quoi. Ouais, c'est ça, C'est mais. exactement ce qu'on voit en même. Regarde le débat de lui contre Jean-Marie Le Pen Oui. à l'époque où Ouais. voilà, il a pas changé le coco. Non, Il a ouais. pas changé. Non, Son mais. programme s'est adouci, il a arrondi les angles. J'ai acheté son livre. Il est bien fait, tu vois ce que je veux dire. Il cadre Non, bien puis son même, truc. il a compris les enjeux qui étaient intéressants. Je veux dire, il a juste dit, je vais donner 1 milliard aux droits des femmes. L'environnement, justement, c'est le seul qui parle de la cause animalière. Tu sais, il a des bons coups comme ça, Ah bah parce que. les écolos un peu quand même, hein. Non, non, mais oui, les écolos aussi, mais dans le sens que c'est le seul qui parle de ces choses-là dans les classes un peu plus, comment dire, englobantes, parce que les écologistes, tu t'attends à ce qu'ils parlent de ça, puis ils vont centrer tout leur programme sur ça. Tu sais, quand tu vois pour l'environnement, pour ces trucs-là, t'en- si tu enlèves juste les écolos, si tu prends pas, comment il s'appelle, Macron, Le Pen, Pécresse et Hidalgo, c'est le seul qui parle de ça, tu vois, dans les trucs un peu plus classiques, Mhm. entre guillemets. Et je sais pas si c'est de l'arrivisme, genre en mode, bah maintenant c'est hype, donc je le soutiens, ou si c'est des idées, des convictions. Euh, je pense pas que ça soit des convictions personnellement, et ce qui me donne encore moins confiance au candidat. Mais, euh, mais oui, je pense que la, la gauche et la droite, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. On verra Bah ça. justement, c'est un point sur lequel c'est vrai on a discuté un peu de l'émission à l'avance et on avait voulu, on a nommé en fait cet épisode une élection jouée d'avance. Et c'est vrai que on parle de la gauche, de la droite, et en fait c'est vrai qu'on n'ose pas mentionner Jupiter, notre grand et tout-puissant Monsieur le Président candidat Emmanuel Macron, qui avait reçu certains soutiens dans ce podcast en 2017 et qui aussi aujourd'hui a le bilan le plus mitigé du monde. C'est-à-dire que certains peuvent dire, moi là je sors un petit peu de mon côté militant, certains peuvent dire d'un côté, bah, écoutez, il s'est pris toutes les pires crises qu'un président peut prendre et bah, il n'a fait que de la réaction, parce qu'évidemment, voilà, quand tu as la crise des Gilets jaunes, quand tu as la crise du Covid, quand tu as la crise de l'Ukraine, bon bah voilà, et puis il a essayé de gérer au fur et à mesure. Et là, on juge sur la gestion des crises. Tu as de l'autre côté ceux qui disent oui, mais un président, ce n'est que des crises. Sarkozy, quand il a pris la crise de 2008, ça a été la plus grosse crise qu'aucun président n'a eu à gérer. Et il a réussi à sortir la France grâce à l'Allemagne. Enfin bref, la France en est sortie mieux que n'importe quel pays occidental qui avait été touché aussi durement. Canada mis à part parce qu'il n'a pas été touché par 2007-2008. Ou en tout cas quasiment pas en fait de par sa structure. Et donc à ce Et il a moment-là, eu on se la crise dit, de Géorgie aussi. c'est ça, Pour en plus comparer oui. avec, par exemple, l'Ukraine, Mhm. Poutine a décidé d'envahir aussi un pays, pas sur un coup de tête, parce qu'il fait pas ça sur un coup de tête, mais il a décidé d'envahir un pays et de dire. Et en plus, la Géorgie, Poutine avait une vraie raison, quoi. Dans l'absolu. Parce qu'il y Voilà. avait eu les attentats dans le Bolchoï à Moscou, là, dans le théâtre de Moscou. Enfin, En parlant d'attentats, on avait eu Hollande qui avait eu aussi tous les attentats qui étaient arrivés, et la crise notamment de ceux qui sont en Crimée, train c'est d'être en pas rien procès non en plus. ce moment. La Crimée. Mariage pour Et là, tous. on commence à se dire le Aussi qu'on mariage pour aurait tous, pu oui. comparer à un système Hmm. sociétal des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a quand même eu 1 million de personnes dans la rue pour le mariage pour Ah tous. oui. Donc on est quand même Puis à pendant des plusieurs semaines placements. aussi.
Oui, l'euro en France, avec les attentats en 2016, enfin les attentats en 2015, l'euro, la finale en 2016, donc je pense qu'en termes de stress, de sécurité, de gestion, de Mm, crise. Non, c'est vrai que, tu vois, moi j'étais mm. plus de l'avis, effectivement, Jupiter, il s'est pris que des énormes crises, mais je trouve que tu apportes un point intéressant en mettant en perspective que tous les présidents, en tout cas Hollande et Sarkozy, ont eu des sacrées crises à gérer qui sont pas rien, quoi. Il y a eu la crise aussi iranienne, pareil, dans laquelle les États-Unis ils ont décidé, enfin on a, pareil, l'enjeu du De Nord-Corée nucléaire, aussi. la Corée du Nord aussi. Bon, ça c'était plus américain, mais c'est vrai que dans l'absolu, si les États-Unis ils décident d'envahir la Corée du Nord, la France va falloir qu'elle dise quelque chose, il va falloir qu'elle se positionne à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que, puis la guerre en Afghanistan qui battait son plein en 2008 aussi, à ce moment-là. Non, non, mais c'est vrai que le. Mais j'ai quand même l'impression, la pandémie, ça je lui reconnais qu'il y a plein de on savait pas. Mais par contre, c'est vrai que la France est connue pour ses gestions désastreuses de maladies, le sang contaminé, les vaccins 2003. H1N1, là, pareil, avec Mhm. Bachelot. Donc, Même euh, 2003 avec la canicule, hein. Ça ça, avait été une 5000 hécatombe. morts, je crois, je sais plus combien, c'est énorme, Hmm. c'est indécent. Non, c'est vrai que la France n'est pas très bien connue pour ça, mais Et puis, il y a le système aussi de se dire, et c'est moi, c'est mon grand argument, et c'est, encore une fois, je sors de ma peau de militant, un, un gouvernement, c'est pas un président. C'est un président, c'est un premier ministre, et c'est plein de ministères. Et alors là, Macron en a créé plein, Marlène Schiappa les a tous faits, euh, et normalement, un président, il sous-traite. Alors pas dans des cabinets de conseil qui payent 1 ou 2 milliards sans payer d'impôts derrière, bon ça c'était le côté un petit peu paf, côté militant, mais il sous-traite et il permet d'avancer sur l'écologie pendant qu'il y a le Covid. Il permet d'avancer sur les retraites, même si on ne peut pas avoir un débat sociétal, au moins d'avoir quelque chose qui est préparé, qui peut être présenté devant les Français. Quant à la gestion de l'Ukraine, etc., c'était quelque chose qui a formé l'élection et c'est plus vers là que s'en allait ma question. En fait, on n'a pas eu de débat démocratique et on ne va pas en avoir. Alors là, sur France 2, apparemment, la deuxième partie de l'émission était consacrée à Emmanuel Macron. Donc va-t-il venir, ne va-t-il pas venir, je ne le sais après pas le là au premier moment où tour, on enregistre. Non, non, pendant le premier tour, mais il viendrait juste. On ne sait pas s'il viendrait ou si ça serait comme que ça a été jusqu'à présent, Darmanin, Castaner, toute son équipe qui ouais. vient pour lui. Moi Mais je, au final, on a eu un président qui se met énormément en scène, avec les photos où il était pas rasé, ouais, où il en était pull, en pull, on le etc., pour dit. dire que tout ça, ça lui passait par-dessus. Mais le problème, c'est qu'un candidat, c'est pas un abonnement, c'est pas une reconduction automatique. Et Nicolas Sarkozy avait fait campagne. Jacques Chirac a fait campagne, Mitterrand a fait campagne. Tous les présidents ont fait campagne, pas forcément sur les débats télévisuels, mais aussi à l'époque, c'était pas développé à ce point-là. Donc bref, j'aimerais lancer plus cette question. En fait, est-ce qu'on a une élection où, de par sa position, il n'a pas fait en sorte de nourrir ses extrêmes de telle manière à être, comme il a été de manière très favorable pour lui au second tour, moi face aux extrêmes, faites à nouveau le barrage républicain. Est-ce que ce barrage républicain, il risque pas de céder au bout d'un moment? Mais c'est vrai que moi je suis très, je trouve ça indécent en fait qu'il n'ait pas voulu participer au débat où il y avait tout le monde là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'il n'ait pas fait au moins une ou deux émissions. Tu vois, en fait moi là j'ai hâte de voir s'il va faire Hugo Décrypte par exemple. Je sais, je le cite encore, mais tu vois tous les candidats y sont allés quoi, à son truc. Donc là, il pourrait sortir là, il a sorti son programme aujourd'hui. Il a sorti les 10 mesures phares de Macron comme il fait pour chaque candidat. Et généralement, c'est 2 à 3 jours avant l'interview. Mais même Hugo, si on regarde sur la miniature qu'il a fait pour la playlist, il n'y a pas Macron. Et je pense que s'il a eu Macron, il a la réponse aujourd'hui pour tourner l'émission demain. Genre vraiment, jusqu'au dernier moment, il Mhm. ne l'aura pas su. Mais je trouve que Macron ne s'est aucunement prêté au jeu démocratique. Et moi, je trouve ça effectivement très problématique. Encore une fois, je vous conseille toujours l'ouvrage Comment les démocraties meurent, How Democracy Dies. Je ne sais pas s'il a été traduit, mais qui vous explique que la démocratie, ils ont fait des énormes études de cas à travers le monde, donc c'est pas un truc basé sur rien. Il explique que les régimes autoritaires et les dictatures explosent. Elles explosent d'un coup.
Si par exemple demain le régime de Poutine était amené à exploser, en 2 semaines, personne n'aurait vu venir et en 2 semaines le régime serait détruit. Ça va très très vite, genre. Bon, je dis 2 semaines, c'est vague, hein, c'est pas vrai, ça prendrait pas deux Oui, semaines. Mais c'est pour vous donner c'est une image. symbolique. Voilà, c'est en vrai, aujourd'hui, dans un an, on aurait un nouveau système, par exemple, en Russie. Là, par contre, en termes de timeline, c'est vrai. Les démocraties, ça meurt petit à petit, pierre par pierre. C'est un peu comme un énorme château où on enlève les petits gravats au fur et à mesure et un jour, ça se finira par s'effondrer. Et c'est par des actes que font généralement les présidents et les personnes au pouvoir. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est utiliser les institutions lorsqu'on est au pouvoir pour favoriser sa réélection. Ça, c'est quelque chose de très antidémocratique. Par exemple, pour moi, un des actes les plus graves qu'a fait Trump, c'est La d'organiser vidéo McFly et des... Carlito. Par exemple, organiser des collectes de fonds pour sa campagne au sein de la Maison-Blanche. Ça, pour moi, tu n'as pas le droit de faire ça. Et ça, personne. Enfin, si, dans le monde de la politique, les gens ont gueulé, mais tu sais, les médias et tout, on n'en a pas parlé parce que voilà. Et par exemple, Macron, le fait de ne pas vouloir se prêter au jeu démocratique en disant je n'ai pas besoin de faire débat, c'est pareil. Refuser le jeu démocratique, en fait, c'est le début de je considère que soit j'ai pas à le faire, soit je suis trop bon pour ça, soit vous n'en valez pas la peine. Effectivement, McFly et Carlito, bon, c'était très bien timé parce que c'était trop loin de la campagne pour qu'on lui accorde le fait euh, que auprès du grand public qu'on lui dise ah tu fais campagne parce que c'était à plus d'un an avant pour les gens comme nous un président est toujours en campagne s'il peut se faire réélire donc c'était pas anodin mais c'est vrai que voilà. Et tu te dis, voilà, il refuse tous les débats. Enfin, c'est sûr, il les refuse parce qu'on lui demande. Forcément, on lui demande. Donc ça veut dire qu'il les refuse. Il y a une volonté derrière. Et le problème, c'est que il n'est pas là à dire, je vais en faire un peu, mais je vais pas tous les faire parce qu'il y a la crise en Ukraine. C'est qu'il n'a pas essayé de jouer le double tableau de, je suis débordé, je vais faire le minimum. Donc, je vais quand même venir à Élysée 2022 par exemple. Je vais quand même venir chez Hugo Décrypte, ça dure 1 heure. Et je vais quand même venir, on va dire, au débat du premier tour. Et bien évidemment, tout ça est contingenté à si il y a une crise, je ne viendrai pas. Mais tu sais qu'ils mettent de l'avant ce discours-là. Alors qu'ils ne veulent pas le mettre, je le comprends parce que ça pourrait affoler la population en se disant bah c'est peut-être très grave. Après, quand il a fait McFly et Carlito, tout le monde a dit il n'a pas quelque chose de mieux à foutre que de passer 1 heure avec 2 youtubeurs. Le président de la République doit toujours être en train de travailler. Donc tu te dis, il aurait pu jouer ce double discours et il n'a même pas eu soit la présence d'esprit, soit la volonté de le faire. Et vu comme il est intelligent, c'est qu'il a choisi de ne pas le jouer comme ça. Bien sûr. Et je me dis, ça c'est grave quand même, quoi. Parce que c'est pas vrai que t'as pas du temps comme ça. Et surtout quand tout est remonté, rien n'est en direct. Tu peux faire une pause de, je sais pas, t'as une crise, tu peux la gérer. T'as un appel, je sais pas, t'as Biden qui te dit je veux te parler tout de suite. Bon, bah, je sais qu'il peut Bah, pas les faire t'annules n'importe ce où. que tu fais, quoi. Mais voilà, et puis voilà, et puis ça passera le mot aux médias et auprès de tout le monde que s'il ne veut pas le faire, c'est parce qu'il est débordé. C'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il gère une des plus grosses crises que l'Europe ait gérée, tu vois, Ouais, mais le actuellement. problème, c'est que tu vois, il a pas seulement dit, il a pas dit ça à Non, mais il propos. aurait pu le jouer comme ça, c'est ça mon point, tu vois. Et les médias auraient pu dire, bah là, il rencontre Poutine, donc non, il vient pas. Et on n'a jamais eu ce genre d'excuses. Et à mon avis, les excuses, c'est celle-là. Alors pourquoi il les dit pas? Parce que c'est peut-être des trucs secrets, parce qu'il rencontre Mackenzie, je sais pas. Ça aussi, moi je lance une pique parce que ça, je trouve ça ouf, autant Mais ça, d'argent. c'est important quand même. Parce que Mais c'est vrai que, bon, le côté je fais pas campagne, il l'a dit dès le début, les autres présidents n'ont pas fait de débat de premier tour, en sachant qu'à l'époque, enfin, je, c'était je rappelle un Giscard, je petit crois, peu qui à avait titre pas fait de d'information. débat. Non, Il y en mais a- aucun ne l'a fait en premier tour, mais le truc, c'est qu'il faut aussi se dire qu'en 2017, quand on a eu le débat à 11 candidats, c'était une première. Et ça a plu de manière générale sur la question de l'exercice démocratique. Après, est-ce que l'émission a plu? Sûrement pas. Mais sur le Oui, fait mais de sur dire, ben, l'idée que tout chaque le monde se candidat, retrouve voilà. autour de la table pour débattre et affronte ses idées, et que t'as quand même Poutou en t-shirt qui est face à Macron et Fillon, quoi. Tu te dis, putain, c'est Voilà. beau quand même. Là, c'est vrai que l'exercice démocratique, il était, pour moi, peut-être on avait atteint un certain maximum, mais aujourd'hui on redescend très très bas d'un coup. Mais c'est vrai qu'on avait Voilà. un. C'était beau en vrai en termes de démocratie.
Bah c'est ça, il passe après ça. Et le problème, c'est que on, on peut toujours dire ah oui, on le comprend, on n'a pas envie, enfin il a pas envie de se confronter à Poutou, il a pas envie de se confronter à tout ça. Mais le problème, c'est que quand tu finis d'être président, t'as un bilan, qu'il soit bon ou mauvais. Après, c'est l'interprétation de chaque candidat. Mais la question de la démocratie, c'est de le débattre en fait, ce bilan. Parce que là, actuellement, évidemment que tu réunis Mélenchon et Zemmour ou Mélenchon Pécresse ou Jadot Pécresse ou n'importe qui face au débat, face au bilan, ils vont pas être d'accord. Ils vont dire que c'est de la merde pour plein de raisons, etc. Et donc là, on n'a pas de vraie chose qui est dressée. Et donc les Français restent dans le flou. Il y a ceux qui sont, soutien mordicus de Macron, souvent un petit peu des gens qui sont réfractaires au changement, à se dire, écoute, il a commencé, on va le laisser finir, etc. Et on arrive justement à cette révélation qui est sortie par le Sénat. Sénat qui est, on va pas l'oublier, contrôlé en majorité par les Républicains. Donc à mon avis, le timing est très bon. On voit qu'en fait, Macron, depuis le début, est conseillé par ses amis qu'il a largement rémunérés au-dessus de certaines économies qui ont été faites. Je pense aux APL notamment, qui ont permis d'économiser 40 millions d'euros, mais ça a coûté plus, je crois que ça a coûté 4 fois ça en consultation pour économiser ces APL. Donc, au final, l'intérêt commun de l'État n'est pas là. Et c'est vrai qu'on commence à se dire, oui, mais attends, qui gouverne en fait en France ? Et c'est là où je me tourne un petit peu plus vers Jadot, où il dit, mais pour moi, c'est le quinquennat perdu, c'est le quinquennat des lobbies. Alors pour lui, il s'axe beaucoup plus sur le lobby du gaz, le lobby du nucléaire, le lobby de la chasse, parce que c'est vrai que c'est ses domaines. Mais il n'empêche qu'on peut pas enlever le fait que la gestion de la crise du Covid, oui, ça a été bien géré, certes, mais ça a été géré comment ? En faisant un chèque en blanc. Ça a été le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est 600 milliards d'euros rajoutés à la dette. Et alors à ce moment-là, tu ajoutes à ça l'image qui collait à lui avant qu'il soit président, c'était le président des banques, l'ami des banques, parce qu'il avait travaillé justement chez Rothschild. Et là tu fais, mais attends, président des dettes, au final les dettes elles se contractent auprès de qui ? Des banques. Et là tu commences à dresser un tableau qui est très dramatique, où tu dis, le gars il veut une reconduction automatique, et pendant son quinquennat ça a été les lobbies, les groupes de conseil et les banques qui ont bénéficié de tout ça. Le Français moyen, qu'est-ce qu'il a fait ? Soit, aujourd'hui à cette élection, il se dit, bon allez, Macron continue, soit il en a marre, il est révolté, etc. Il vote pas 30% quand même des Français, soit il va vers les extrêmes. Et là, tu vois un morcellement affreux, où tu dis d'un côté, il y a plus d'indécis, les indécis sont transformés en insatisfaits et en abstentionnistes, il y a les révoltés, et il y a les soutiens qui disent, bon allez, on continue, et puis les soutiens, ça peut être des Pécresse, ça peut être des Jadot, ça peut être des Hidalgo, voilà. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, pour la première fois, Marine Le Pen a un réservoir de vote absolument énorme. C'est que, effectivement, Zemmour, c'est 4 millions de personnes à peu près, parce qu'il fait à peu près 10%, et qu'il y a à peu près 45 millions d'électeurs, et ils vont à 80% aller voter, d'après les estimations, pour Marine Le Pen si elle est au second tour. Mélenchon, comme quoi les extrêmes se rejoignent, un tiers des électeurs de Mélenchon se disent prêts à aller voter pour Marine Le Pen si c'est Marine Le Pen, j'allais dire Macaron, parce que je suis toujours cette vanne, Macron au second tour. Donc tu te dis que, effectivement, il y a un ressenti tel de vote où les gens ne pensent pas à leurs conséquences de leur vote et pensent juste au fait de « je suis énervé ». Ma colère est légitime, on ne m'entend pas, donc je vais faire quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui est très énervé, on l'écoute pas et du coup il prend une assiette, il l'éclate contre l'autre personne pour dire maintenant tu vas m'écouter, tu sais, genre. Sauf que la seconde où il a jeté l'assiette, il va se rendre compte que c'était une connerie, qu'il peut faire très mal, etc. Et tu te dis, parce que justement avec la marge d'erreur des sondages, elle pourrait atteindre 50%, et surtout que la grande différence, c'est qu'avant Marine Le Pen n'avait pas de réservoir de vote. Elle faisait 17 à 20%. Le FN pouvait faire jusqu'à maximum 17 à 20%. Et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'ils pouvaient amener, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Et à tout péter, ils auraient fait 21. Là, tu te dis, même des gens, à mon avis, des électeurs de Pécresse, des électeurs des LR, qui vont se retourner vers eux, tu vois. Toute la LR Ciotti, en fait. Mais même les gens qui vont voter La Salle, tous ces trucs-là, à mon avis. Il y a Zemmour, il y a le clan Zemmour, et puis il y a le clan qui est quand même assez important en droite en France,
des ultra-cathos, Oui. que je connais bien moi parce que je viens d'Auvergne. Eux, ils veulent un petit peu, ils s'attachent maintenant aux valeurs. Et c'est aussi une campagne sur les valeurs hein, qui s'est Dans la opérée. conservation Parce des que valeurs, bah, c'est le même débat à c'est la ça, nord-américaine. Bah, je veux dire, le débat avant l'Ukraine qui défrayait la chronique, c'était Blanquet, ministre de l'Éducation, qui voulait combattre le wokisme. Donc on voit bien qu'il y avait un recentrage aussi sur l'idée des valeurs, l'idée de... Puis même, Zemmour l'avait amené, l'immigration, principalement notre débat en France, exactement. c'est autour du grand remplacement. Est-ce qu'il existe ou pas? Donc est-ce que nos valeurs françaises vont disparaître ou est-ce que on va tous manger halal dans 10 ans? Je tire des En gros traits, sachant mais qu'on c'est le ça mange les... déjà un petit peu tous, Bah, on mange sans tous le parce que savoir. ça coûte moins cher de faire une seule ligne de production que deux lignes de Voilà. production. Ce qui est affreux pour la condition animale. Oui, mais ça d'ailleurs, ouais, ils ont relancé le débat, j'ai vu passer ça. Ou en tout Mhm. cas, mon père a essayé de relancer le débat puisqu'il m'en a parlé Ton de père, ça. ah oui? Oui, oui, parce que... Enfin bref, j'ai parlé avec lui, puis Ouais. il me disait du truc que la condition animale et qu'il fallait arrêter de faire ça, mais bref. Mais, euh, mais donc voilà, donc on voit bien que c'est ça, et le fait de ne pas vouloir faire campagne, bah, je- il accentue énormément la fracturation parce que en plus, les seules fois où on entend parler des politiques, ça va être les extrêmes, ça va être des gens énervés ou ça va être des gens qui vont détruire le pouvoir, enfin pas détruire, mais qui vont parler très négativement du pouvoir en place. Même si je prends par exemple Roussel ou ta pote Pécresse, que je ne classe pas comme des extrêmes, ils vont dire qu'il fait très mal son travail, Macron. Ah oui, de toute Mais façon, en bah termes, c'est plus simple. tu vois, c'est pas en termes. Quand tu as un bilan, c'est plus simple de critiquer le bilan que le mandat, parce que tu dis, bon bah voilà, le bilan c'est concret, les Français l'ont vécu. Le mandat, c'est toujours, ah, vous allez faire ça, ça va pas marcher, c'est moins Mais réel. ça, c'est la grande force de Macron, c'est que son bilan, comme tu l'as dit, il est très mitigé. Donc, il peut facilement tourner le Covid en disant, bah regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis, regardez la France. Franchement, on a bien géré ça. Pareil pour les gilets jaunes. C'était il y a longtemps. Je suis pas sûr qu'on va le ressortir et que ça sera crédible et il pourra dire qu'il a fait tel, tu sais, il a donné plus d'argent aux étudiants malgré tout, même si le seuil de pauvreté n'a jamais été aussi élevé. Il y a quand même eu des mesures qui ont été données. Je sais plus quel sondage c'était qui disait que sur les réformes que les Français avaient retenues au cours des 10 dernières années, une sur trois c'était une de Macron. Donc ça, c'est qu'il a fait quand même des réformes. Il a essayé de faire Mais des c'est qu'il y a eu réformes. un grand plan communication aussi, Oui, non, mais faut bien pas sûr. oublier Non, non, ça. mais bien sûr que On n'a c'est. jamais connu plus l'actualité politique en France que sous Macron. Si je te demande de citer, comment il s'appelle, François Hollande, on ne retient que les pots cassés. Au final, la présidence d'Hollande ne s'est pas illustrée, mais a été loin d'être la pire. Ah, moi, je Il le a réussi défendrais à corps et gérer un âme. bord, c'est ça. Il Parce a que je trouve réussi à que gérer et au vraiment final, vraiment les gens le je crois, taclent sur rien. Enfin, pas sur rien, mais ils sont vraiment. mais il faut regarder un petit peu le. Moi, je commence la série Baron Noir en ce moment et Ah, c'est bien. j'avais écouté. Ah, c'est excellent. Hmm. C'est incroyable. Honnêtement, c'est très très bon. Et en fait, j'avais écouté il y a quelque temps un podcast sur Spotify qui s'appelait le 50 trahisons à gauche. Et tu comprends qu'au final, et c'est un point que je voulais vraiment amener, excuse-moi si je change Non, non, le mais sujet, let's go. mais en fait, ce que. Ok, je reprends. J'ai assisté donc dimanche au meeting de Valérie Pécresse, et le meeting qui devait commencer à 15h a commencé en réalité à 16h30. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas eu un meeting de Pécresse à 15h, j'ai eu un meeting LR. J'ai vu Ciotti, j'ai entendu Ciotti, j'ai entendu Bertrand, j'ai entendu Bellamy, j'ai entendu Guilhem, j'ai entendu Wauquiez, j'ai entendu tous les grands barons de la droite. Et en fait, qu'on pensait désunis, qu'on pensait oulala, ils sont tous partis chez Zemmour. Au final, ceux qui sont partis chez Zemmour, c'était pas des grands ténors de la droite. Et ça n'a aucunement C'est changé juste qu'ils avaient le le vote nom. de la droite. C'est juste qu'ils pouvaient Voilà, c'est dire ça. qu'il y avait des gens qui étaient activement dans le parti du LR, sont passés chez lui. Ça aurait pu être le mec qui triait le courrier. S'il est Ah oui, employé oui, permanent chez les LR, ça reste un militant LR employé qui passe chez Zemmour, tu vois. C'était juste un coup de com', hein, c'est ça. Moi, j'en avais jamais entendu Et parler, hein, des gens qui l'a eu, hein. Je suis en mode bof. oui, et honnêtement, Christian Jacob a fait un travail incroyable. Et là, je mets pas ma casquette de militant. Je regardais ça vraiment au temps de la primaire.
c'est qu'il a réussi à faire en sorte que la droite reste unie. Et quand on voit des différences entre Ciotti, Bertrand, Barnier et Pécresse, Barnier, faut pas oublier que c'était le ministre de l'écologie, qui a permis Grenelle, notamment, Grenelle de qui est l'environnement, oui, c'est vrai. les grandes choses. Là, je remets ma casquette de militant, toutes les grandes lois écologistes en France ont été faites sous la droite. Hein. C'est très important de mentionner ça, parce que c'est vrai que au moment où Sarko a été sifflé, c'est le moment où justement l'un des cadres du parti mentionnait toutes les lois environnementales qui étaient passées en France et qui étaient toutes passées sous la droite, en fait. Et qui avaient été votées par la droite. Bref, je reprends ma casquette un petit peu extérieure. Et en fait, on n'a pas cette mort de la droite comme on a eu la mort de la gauche. Parce qu'en fait, la droite reste une famille unie. Et je pense que le meeting était vraiment là pour nous le prouver. On a eu 1 heure et demie où ils ont tous dit on soutient Pécresse, on soutient LR, et on va rester quoi qu'il en coûte. Et après, on a eu Pécresse qui est venue et qui nous a dit tati tatata. Voilà. Elle a fait son meeting et puis elle a parlé plus. En fait, les meetings sont pas faits pour les militants. Les militants, ils sont là pour soutenir. Les meetings sont faits pour les caméras, pour les indécis, pour voilà tout ça. Et donc pour les militants, c'était hyper important parce que pendant 1 heure et demie, on nous a rassurés. On nous a dit que LR va pas mourir comme le PS. Là où le PS, on a bien vu même Ségolène Royal dire non mais allez voter Mélenchon. Alors à voir si après c'est du perso, si Ségolène Royal elle-même le prend mal que le PS lui ait tiré dans les pattes comme Mélenchon, hein, prend très mal le fait que le PS l'ait jamais mis sur le devant de la scène. Bon, ça c'est de la psychologie de comptoir, moi je m'y attarde pas, mais il n'empêche que la fracturation du PS n'est pas présente à droite, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, quand on analyse un petit peu l'après-Macron, et c'est quelque chose aussi que j'aimerais ouvrir, c'est le fait de dire, si Macron n'ouvre pas la Constitution, qui ne modifie pas la loi en place, c'est des grands si, il ne pourra pas se représenter pour un 3e mandat. À toi Donc, aussi, on est d'accord que c'est le premier président où tu te dis, franchement, est-ce qu'il va pas vraiment essayer de briguer un 3e mandat? Moi, totalement. c'est la première fois où je me dis, est-ce Mm-mm. que ce mec-là va lâcher le pouvoir? Vraiment, je me Ah, pose la mais... question, j'ose pas trop me la poser parce que ça me fait pas peur, mais encore une fois, là, ça serait une Mhm. grande mort de la démocratie. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est le. Même Sarkozy, je le voyais pas faire ça. Mais Et. constitutionnellement, il peut même faire en sorte que, je sais pas moi, Édouard Philippe revienne sur le devant de la scène, Édouard Philippe soit élu et lui soit son Premier ministre, comme un cher dirigeant d'Europe de l'Est. C'est vrai, tout à Voilà, fait. que je mentionnerai pas pour Medvedev. pas qu'on se fasse. Trop tard, je l'ai dit. Voilà. Mais non, je parlais plus fort. Mais Radi va faire le montage de toute façon. Mais, mais tout ça pour dire que on a un après Macron qui, s'il ne réouvre pas la Constitution, ne pourra pas se représenter, donc sera hors du paysage, va former son successeur, parce que là on en est à parler comme ça, à former son successeur, mais avoir des extrêmes qui seront tout aussi puissants. Est-ce que son successeur va réussir à tenir ce fer à cheval? Donc encore une fois, la théorie du fer à cheval, ça remplace la théorie du balancier gauche-droite, c'est-à-dire que les extrêmes se rencontrent et ne laissent qu'un centre, un noyau centre très puissant. Et c'est plus un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, les cartes sont brouillées. On peut être dans les deux, dépendamment de la lecture. Mais qu'est-ce qui se passera à la prochaine élection? Est-ce que l'élection de Macron va nous amener à ça? D'un autre côté, selon les sondages, la seule autre opportunité, c'est les extrêmes. Ou alors, comme certains militants, encore une fois, qui ne sont pas dans les extrêmes, dans tous les autres partis, eh bien, continuent à voter selon ses propres convictions et se dire que bon, bah, ça va passer. On va faire la surprise du second tour, comme ils disent tous, et puis, bon, bah, permettre qu'il y ait un parti non extrême au second tour, qui est donc pas ce blocage républicain qui a frustré tout le monde. Au final, le blocage républicain en 2017, ça nous a amené à quoi? Rien du tout. Ça nous a amené aux Gilets jaunes 1 an et demi plus tard, qui étaient aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche que du centre. Il y avait des royalistes à côté d'anarchistes. Enfin, c'était un mouvement inédit. On était loin des bonnets rouges sous Hollande. Donc voilà, c'est un petit peu une question que j'aimerais aborder et voir ton point de vue un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu du futur paysage politique français, et est-ce que ça fait peur? Bah, moi, c'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est ça. Moi, c'est le premier président où je me pose la question de est-ce qu'il va lâcher le pouvoir quand il va partir, tu vois. La fois où je me suis posé la question, c'était pas en France, c'était pour Barack Obama, tu vois. Parce que je me suis. Mais c'est ça, c'est que. J'ai l'impression là, avec cette élection, il me prouve qu'il n'a pas le respect des institutions. Le respect profond de la démocratie,
d'y croire lui-même, etc. Et je pense que c'est probablement parce qu'il vient d'une certaine école élitiste, un peu. Et c'est pas forcément en mode. Je veux pas dire qu'il est en mode à tout prix le pouvoir. C'est qu'il y a vraiment tout un courant dans la science politique, etc., qui pense que s'il y a des élites, c'est pour gouverner et que le pouvoir doit leur appartenir, entre guillemets, que la démocratie, c'est une bien belle idée, mais que c'est le concept de l'oligarchie, entre guillemets, tu vois, ou que vraiment c'est la démocratie athénienne au sens pur, dans le sens que c'est des gens triés sur le volet qui se réunissent et qui décident ensemble. C'est 50 personnes, mais c'est 50 personnes triées sur le volet, tu vois. Donc, je pense qu'il est plus dans ce courant-là et dans cette école-là par son parcours personnel et par sa pratique du pouvoir. Et effectivement, moi je me dis, est-ce qu'il va là, est-ce qu'il va. Trump avait essayé de le faire quand on compare. Il avait dit, on pourrait commencer à regarder comment on fait un troisième mandat. Mais on a déjà fait toi réélire pour un deuxième. Mais c'est vrai que Macron pourrait utiliser le fameux argument de c'est encore moi ou les extrêmes, donc vous avez besoin de moi. C'est De ça. s'auto-proclamer homme providentiel. Mm. Et le seul qui aurait pu le faire, c'était Mitterrand, mais il a eu un cancer en 92 et il a lâché le pouvoir en 94, je crois, et l'élection en Oui, puis 95. les extrêmes n'étaient pas à ce niveau-là non plus. Non, puis il est mort, quoi, surtout. Oui, mais c'est Non, lui qui a mais monté il l'extrême aurait. droite. Avant lui, Oui, l'extrême mais droite n'existait pas. c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu utiliser cette rhétorique-là et on n'a jamais eu la concrétisation. Et d'ailleurs, ça a été le bordel après quand il est parti, hein. Faut quand même. C'était la première fois qu'on a eu les vrais extrêmes. Quelques années après, en 2002, on avait Chirac, Le Pen père. Tu Ah sais. bah oui, bah c'est sûr que Donc, Jospin n'a pas pu réunir justement comme tu mentionnais. Mais c'est vrai que oui, la création du Front National par Mitterrand a réussi à brouiller toutes ces cartes. mais, non, Et mais c'est pour ça que si on essaye de comparer à l'histoire politique française, on se dit c'est quoi qui se rapproche le plus de ce qu'on vit en ce moment. C'était ce qu'est la stratégie qu'a fait ben, Mitterrand. Et quand on voit après, avant Sarko, l'après, c'était possible hein, de faire 3 mandats, hein. C'est Sarko en 2006 qui a changé la Constitution pour empêcher ça. peut-être qu'il reviendra en disant c'était il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, moi je me dis, un Macron troisième round, c'est pas impossible. Je pense que si c'est le cas, les gens, on ne sera pas à l'aube d'une révolution, mais les gens n'auront plus du tout foi dans le système politique. Je pense que ça sera Ouais. le coup de masse final, parce que on se dira vraiment, et un peu à juste titre, à quoi bon? Genre, sincèrement, à quoi bon? Mm, mm. Quel intérêt? On est dirigé par des élites qui ne tiennent plus compte du tout de nous. On a plusieurs exemples qui ont traumatisé les gens, entre guillemets, d'un point de vue démocratique, que ce soit le référendum de 2005. Si Ouais. on a un coup. Quand je fais référence au référendum de 2005, c'est donc sur la Constitution européenne, où tout le monde, les gens ont dit non. Le président a dit d'accord, je ne vous écoute pas. Et ça, c'est quand même arrivé. Et donc, je pense que euh, il y aura moyen que il y ait vraiment des mouvements de population. Et si c'est des mouvements de population, il y aura une répression. Parce que ça veut dire qu'on est face à un politique qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc il y aura de la répression qui sera violente, obligatoirement. Bah comme les Gilets jaunes. Mais je pense J'allais qu'il te sera dire, encore plus c'est déjà arrivé, violente. hein. Qui sera encore plus violente parce que les gens en face seront encore plus violents aussi. Je Mais pour que les pense. gens soient violents, il faut qu'ils soient désespérés. Mais Je- regarde, les gens ont beau être désespérés, au final, à la fin, et je pense que c'est peut-être aussi parce qu'ils y croient plus Il y a du eu la tout. pandémie aussi. Regarde la salle. La salle, lui, il dit ça, il dit résistons. La salle, Oui. il propose un programme qui est de centre droit. Il est bon, son programme. Bon, le personnage pose un peu problème parce on a beau tous l'aimer, on le voit pas incarner la fonction présidentielle. Mais voilà, son programme est bon. Il y a Poutou. Je veux dire Poutou, moi, le jour où je faisais mon meeting porte de Versailles et que je montais en bus avec les militants LR, ma copine était dans le train pour faire Clermont-Paris, mais elle, dans le train, il y avait les trotskistes qui allaient rejoindre Poutou Mais c'est sur le ça. Troca. Pour moi, Et le problème, c'est que c'est des gens qui font 1, 2, 3, 4% grand maximum, autant que les écolos. Et c'est affreux parce qu'au final, aussi bien l'écologie, le GIEC nous donne 3 ans pour redresser le tir, sinon c'est foutu. Et d'un autre côté, sur le point de vue social ou économique, ça va pas plus. Et pourtant, ça n'attire pas le vote. Ces gens-là, soit ne votent pas, soit votent mal. mais je pense qu'il y Donc, a une. est-ce que les gens sont trop cons Non, je pense pas. pour, Parce que pour poncer le système
plutôt que de dire oh bah je vote pas, puis ça changera, Je, les choses changeront parce que je vote pas. je pense que ce que tu as amené, c'est intéressant dans le sens que les gens n'ont plus confiance dans les institutions. Ça, pour moi, c'est certain. Il y a une désincarnation des institutions, ils n'y croient plus, mais ils ne sont pas désespérés. La majorité des gens arrivent quand bien même à finir leur fin de mois, arrivent à remplir leur voiture avec du pétrole, arrivent à vivre. Alors dans quelles Ah, de moins en conditions? moins. Non mais dans Là quelles Oui, maintenant, non mais c'est pour ça. Mon la point c'est question ça. du 15 du mois, ça se pose chez tout le monde, même dans la classe moyenne, hein. Non mais c'est justement ça. Mon point c'est que pour l'instant on est à la limite, on est au bord de la falaise. Et ça, on ne sait pas trop dans quel point on va tomber. Mais la situation, elle va pour se détériorer. Je veux dire, l'Ukraine, moi je ne le savais absolument pas, mais c'est un des réservoirs du blé du monde. Du Ah oui. monde, c'est le premier en Europe. C'est Même si la guerre s'arrête demain matin, Poutine et Zelensky trouvent un accord, ça va prendre des années à rattraper ce qui vient de se passer. On s'en va vers une des plus grandes crises alimentaires depuis la Seconde Guerre mondiale, Mm, mm. notamment en Europe. Et on aura beau mettre l'argent qu'on veut, tout ce qu'on veut, les prix vont augmenter, l'inflation va augmenter, on va Ah bah être rien que les plus ou pizzas moins en déjà ont pénurie. augmenté de 1,50 € là, parce que l'huile de tournesol, le À prix est augmenter, passé de 45 € le litre à 90 € le litre. Donc je ah, parlais il au a doublé. Pizzaiolo parce que je voyais il a mis des petits papiers pour Mm. remplacer ses prix. Je lui dis mais les petits papiers c'est quoi? Il me fait ben je peux vous le dire, hein, c'était 1,50 € en dessous. Je dis mais 1,50 € c'est énorme pour une pizza. Il me dit ben oui mais moi le prix de mon huile a doublé et je peux pas prendre d'autres huiles, ça fonctionne pas, etc. Donc moi derrière, ben déjà avec mes marges, tu sais, c'est des Ils sont petits pas folles, pizzaiolo quoi. de voilà, c'est pas fou sur une pizza. Derrière, moi je peux pas avoir mes employés, mes trucs, mes machins. Non, mais c'est pour ça Donc que je pense ça qu'on va. commence à hit et honnêtement, les gens le voient déjà. Il y en a beaucoup qui font plus le plein du tout. Ouais, à fond. Ouais. Ça devient très compliqué. Le covoiturage devient n'importe quoi. Mais c'est Les justement. trains, ça s'améliore pas. Et le gouvernement, le problème, alors là, c'est pas pour tacler Macron, hein, c'est de manière beaucoup plus générale. Là, c'est une ristourne de 15 à 18 centimes qui s'est passée. Le gouvernement en taxe, moi je suis pas pour détaxer totalement le pétrole parce que je suis un écologiste et je pense que, comme les cigarettes, le fait que le prix du pétrole augmente, ça va faire en sorte que les gens prennent moins la Vont se voiture. poser la question. Ouais. Voilà. Il n'empêche que là, c'est injuste parce que le gouvernement s'est fait plus de 30 centimes par litre depuis l'augmentation de l'Ukraine. Donc, au descendre de 18 centimes, c'est ridicule. C'est pas une question écologique, c'est une question totalement de choix, de société. Et quand on voit que les Gilets jaunes étaient sortis dans la rue pour 1,30 €, aujourd'hui on dépasse les 2 € partout. Mm. Mais je Il y pense que a c'est ça. Non, Leclerc mais c'est parce éventuellement que. qui fait beaucoup d'efforts. Et Mais il y ça a. sera l'objet d'un autre podcast que j'aimerais discuter. Comment les entreprises aujourd'hui peuvent dépasser l'État par leur En termes mission de pouvoir. sociale, ouais, et aussi par leur mission sociale. Le fait de dire que, bon bah voilà, pendant des années les Français ils sont allés chez Leclerc, et maintenant c'est à Michel-Édouard Leclerc et à ses actionnaires de dire bah écoutez, nous on va se serrer la ceinture et on va rendre. Et on va rendre de manière on va réduire nos marges, on va faire en sorte de donner un petit peu à tout à chacun, on va faire des bons d'achat pour les familles défavorisées, etc. L'aspect social de l'entreprise, c'était quelque chose de très important au 19e siècle, on l'a abandonné courant 20e, et il faudrait aujourd'hui se poser la question de quelle place, avec l'échec de l'État, quelle place les entreprises peuvent avoir au sein de la société. Mais voilà, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais justement, je pense que la situation elle est pire qu'avec les Gilets jaunes, mais il y a une raison concrète, c'est qu'à 3 heures de vol de Paris ou 4 heures de vol de Paris, il y a une guerre, quoi. Donc, je pense que le temps que ça redescende dans l'esprit des gens, soit que les gens s'y habituent, soit qu'on trouve une solution diplomatique, soit plein de choses qui vont faire que les gens vont s'y habituer, ils vont voir que leur situation se détériore de plus en plus, et justement, si la classe politique n'est pas capable de se réinventer et de se rapprocher, entre guillemets, du peuple, quand je dis rapprocher, c'est de répondre à leurs préoccupations, je pense que vraiment, on va réunir tout le cocktail pour que ça se passe mal. Et je fais totalement confiance en certaines élites qui vont y voir un intérêt. Et des gens comme Sarkozy ou Hollande, qui ne cachent pas leur volonté, en tout cas Sarkozy et Hollande,
de plus en plus ça a fuité là, qu'il a songé fortement à se représenter, notamment pour cette élection-là, pourront tirer parti et jouer sur ça, et se dégager comme des hommes du peuple, etc., quitte à galvaniser les gens encore plus. Moi, Ce que je veux... j'aurais pas parié sur eux. Moi, j'aurais plus parié sur des Non, Le non, mais Pen, ça, c'est Zemmour, des exemples Mélenchon Oui, mais qu'un Mélenchon, Sarko-Hollande qui, bon, ça se sont commence à... retirés de la vie politique. Oui, mais une révolution, au sens large, elle marche quand des élites viennent, des vraies élites viennent se combattre, entre guillemets, avec les gens. Quand l'aristocratie descend avec le paysan, c'est là où il y a le vrai changement qui Ah bah s'opère. Mélenchon avec sa plus grande Oui, mais fortune de toute la Mélenchon, il est campagne. révolutionnaire. Non, non, mais Mélenchon, il est révolutionnaire depuis les années 70. Les Ah oui, gens je ne comprends. pourront Oui. pas se ranger derrière lui comme un leader qui, parmi le peuple, pourrait Hmm. vraiment l'être. C'est pour ça que j'ai Oui, pris parce que Hollande et s'il avait fait la Sarkozy. révolution, il l'aurait fait depuis longtemps, quoi. Voilà. Mais Sarkozy et Hollande, je dis pas que ça va être eux, mais je dis que c'est facile aujourd'hui déjà de trouver des personnes qui pourraient être capables de tirer parti et qui seraient capables de le faire, tu vois. Et je me dis qu'on commence à réunir tous les ingrédients petit à petit. Tu vois, une première révolte qui n'a pas marché, les gilets jaunes, la pandémie qui a mis tout le monde à bout, la situation qui se détériore, une classe politique qui ne veut pas s'affronter au jeu démocratique. Et si Macron ne lâche pas, ça sera le clou final, quoi. Vraiment, les gens, je pense, vont faire quelque chose d'une manière ou d'une autre et vont être galvanisés d'une manière ou d'une autre. Donc, je le vois très mal. Si Macron lâche, euh, honnêtement, j'ai toujours foi en ce que la gauche se réinvente. Moi, j'y crois toujours, c'est possible. 5 ans, c'est long. On peut reconstruire un parti, reconstruire une élite, récupérer des gens. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Ça peut arriver. Je veux dire, Macron, ce qu'il a fait, quelqu'un peut le faire au nom de la gauche, dans l'absolu. C'est possible d'avoir quelqu'un de charismatique qui arrive à réunir, surtout qui fera la part des choses entre tout le monde. Probablement que Mélenchon aussi, ça sera sa dernière élection là, on espère en tout cas, ou peut-être son avant-dernière. Donc s'il Si son disparaît, ego prend pas le relais. non, mais s'il disparaît entre guillemets, voilà, des gens vont avoir besoin de quête de sens, etc. Et peut-être qu'au bout de la quatrième ou troisième, il se dira, bon, je n'y arriverai pas. Mais par contre, je pourrais peut-être avoir un poste au sein du gouvernement, donc quelqu'un qui serait capable de lui proposer quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait arriver à un moment où le PS n'a plus personne, les élites sont détruites, Mélenchon se dit je n'y arriverai pas, donc quelqu'un qui ramasse les pots cassés de tout le monde et qui dit voilà maintenant ça va se passer comme ça et tout le monde va y gagner quelque chose. De toute façon vous n'avez rien aujourd'hui et avec moi vous allez gagner quelque chose. Je dis pas que ça va arriver, mais si je fais des plans sur la comète, si j'essaye de mettre un peu d'optimisme, je me dis que ça peut arriver. Du point de vue de la droite, elle, comme tu l'as fait plus ou moins remarquer, ça va. Elle n'est pas détruite absolument, elle est divisée mais elle n'est pas détruite. Mhm. Donc elle pourrait suivre le même chemin que la gauche si elle ne se recadre pas. Mais je ne pense pas que Zemmour, s'il se prend une branlée là, s'il n'arrive pas à faire plus de 15%, il va se relever de ça. Parce que les gens n'y croiront plus, c'était un one-time thing là. Les Ouais. gens ils y croient de ouf pour Trump parce que ça a marché et qu'il l'a fait qu'une fois. Je ne pense pas qu'il va réussir à se relever de ça. On n'est jamais mort en Même pour les politique. législatives, hein. Faut pas Mais oublier, même, hein. mais oui, genre ça n'a. Même le FN a fait un super score en 2017 et aux législatives, ils se sont plantés, mais alors Mais quelque c'est chose de ça, donc violent. je n'y crois pas vraiment. Le Pen, ça peut être aussi son dernier truc. Je veux dire, si elle arrive à 45% qu'elle perd, ça va être compliqué de revendre encore. Les gens seront désabusés. Ils n'y arriveront plus à finir leur fin de mois. Ils se diront, je n'y arriverai pas. Mm. Donc C'est le moi, je grand me dis, argument d'ailleurs de Zemmour, le fait de dire que face à Macron, c'est le seul qui est capable de gagner parce qu'il rassemblerait le Rassemblement National et les LR. Et le mais fait de l'inverse, dire c'est vrai Marine Le aussi. Pen est incapable, Marine Le Pen est incapable. Ce qui risque de se retourner contre lui dans 4 jours, 5 Donc, jours. moi, je me dis, comment je le vois? Je le vois pas très bien, l'avenir de la classe politique. Mais je vois aussi l'opportunité de se réinventer. Et malgré tout, quand je vois les congrès, là, que ça soit celui de Pécresse, de Macron, de Mélenchon, le nombre de jeunes engagés, le nombre de gens autour de moi qui ont fait des études à Sciences Po Montréal parce qu'ils ne pouvaient pas aller à Sciences Po Paris parce que c'était des concours de merde. Mais je suis quasiment le seul. Ish, on est trois, je pense, à être restés. Tous les autres sont retournés en France. J'en ai Ouais. plein qui sont engagés dans des campagnes. Il y a même quelqu'un de mon truc qui s'est engagé dans la primaire populaire. Tu vois. Non, mais c'est Bah, vrai. Non, c'est mais beau. en termes d'engagement politique, tu te Ouais. dis, putain, les gens, ils s'engagent, quoi, encore. Tu vois, ils y vont.
Je me dis, c'est possible. C'est possible que ça soit les jeunes, entre guillemets, en tout cas entre 20 et à 35 ans, qui se disent, et attends, c'est nous la crise climatique qu'allons s'en prendre les retraites, on n'aura plus rien, c'est nous. Et je veux dire, l'éco-anxiété, c'est révélateur que les jeunes sont capables de penser à l'avenir. Parce que tu n'aurais pas un phénomène comme ça si on se disait, bon, on va s'en sortir. Ouais, mais l'éco-anxiété, là, on risque de Non, 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 dériver, non, mais mais ce que je veux c'est dire, c'est vrai que qu'il y a eu des marches pour le psychologique. climat, il y a eu tellement de choses. Il y a eu le rapport du GIEC qui est tombé Mais en pleine justement, élection présidentielle. tout Et au ça fait qu'il final, n'y a on rien le qui se revoit pas, passe. ça, dans les résultats. Mais que Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont Les capables de jeunes penser à votent pas, l'avenir, mais parce qu'ils y croient pas, je ils votent pense, pas tu ou ils vois. votent mal. Le premier parti des jeunes, c'est le Rassemblement National en ce moment. Ah, c'est pas Au-dessus des Mélenchon? Insoumis. Oh putain, Non, j'aurais non. dit insoumis, moi. D'ailleurs, comment on appelle ça? Euh, c'est pour ça que, comment il s'appelle, Reconquête avait essayé de viser un petit peu Zemmour, cet hein. électorat-là. Au début, ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, mais parce qu'ils sont déjà bien verrouillés chez RN. Mais je veux dire aussi, enfin, ça marche pas. Et aujourd'hui, tu le vois, il y a que la présence des partis écologistes, et ça, c'est de la pure Sciences Po, c'est que la présence des partis écologistes au sein des gouvernements qui permettent Qui fait, vraiment des ouais. grandes Ouais. avancées. Mais ces partis ne font qu'un score. Regarde au Canada, ils ont deux sièges, je crois. Même pas, même Non, ils la en ont leader qu'un. du Non, ils parti, en ont... non, ils en ont un, je crois. ouais, et même la leader du parti l'a pas Non, eu, quoi. elle l'a pas eu parce qu'elle s'est présentée, pour la petite anecdote, s'est présentée à Toronto et elle n'a décidé de faire campagne que dans la ville. Elle n'a pas décidé de sortir, ce qui lui a été Voilà. destructeur et elle a plus ou moins contribué à encore plus détruire le parti qui n'allait vraiment pas bien parce qu'il y avait un changement de leader. Donc t'as beau avoir des marches pour le climat, des rapports du GIEC, etc. Peut-être que c'est pas la démocratie qui va nous permettre, et c'est un autre podcast, hein, peut-être ça aussi. Mais pour en arriver aux élections, c'est peut-être pas les élections qui vont nous permettre d'avoir ce renversement, à part si vraiment. Mais encore une fois, là c'est dans 5 ans, et dans 5 ans c'est peut-être déjà trop tard, parce que 5 ans après il faut prendre les mesures, que les mesures prennent effet. Donc là on est sur une échelle de dans 15 ans. Euh, c'est chaud, quoi. Là, c'est pour ça qu'ils disent 3 ans le GIEC. C'est pas vrai que. Enfin, dans le sens, c'est pas vrai. C'est pas dans 3 ans qu'on va tous mourir. C'est dans 3 ans, si on n'a pas mis en place les mesures C'est drastiques qui ça. permettront d'inverser, jamais on y arrivera pour 2050. C'est ça leur argument. Mais c'est vrai que pour moi, pour l'avenir, pour revenir à tes questions, je le vois assez pessimiste, dans le sens, je le vois mal l'exercice démocratique fonctionner, mais je me dis que tout moment d'effritement permet la création, entre guillemets, de renouveau, Mhm. et on a des conditions par rapport à d'autres où il y a du désespoir un peu qui se crée. Et avec le désespoir qui se crée, il y a les gens qui vont en avoir marre au bout d'un moment. Les gens, ils sont pas amorphes. S'ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois Oui, du bien tout, sûr. ils vont en avoir quelque chose à foutre. Moi, la Et question, c'est combien vont être sacrifiés d'ici là? Combien de classes oui, moyennes vont combien vont tomber s'appauvrir? sous le seuil de la pauvreté, ne pas Combien réussir à se d'étudiants, relever? combien de personnes vont perdre leur logement, etc. quoi. C'est des questions aujourd'hui, je crois. Enfin, en Ah France, oui, c'est non, plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de logement. Enfin, non, non, c'est sûr que ça c'est va mal quelque se, chose de enfin, grave. ça va mal se passer. Il va y avoir des dégâts assez majeurs. Mais moi, je pense que, voilà, je pense que moi, j'y crois même à un Macron, mais qui serait plus intelligent, pas Macron, mais quelqu'un qui serait plus centriste, parce que moi, le problème que j'ai avec la gauche et la droite, profondément idéologiquement, c'est que pour moi, ça n'existe pas la gauche et la droite. On se positionne en fonction d'enjeux. Se ranger de gauche et de droite d'une manière générale en fonction des choses, c'est quelque chose qui est pas très intelligent, je trouve. C'est pour ça que les États-Unis vont très mal, parce que tu peux être anti-immigration et très pro droit de la personne, et en fait, t'as personne pour qui voter, puisque Après, c'est soit. la Donc, gauche et la droite aux États-Unis, c'est pas pareil non, que non, non, celle en mais ce que je veux France. dire, c'est que Notre eux, modèle républicain nous permet d'avoir une non, mais gauche eux, et une droite bien définies. c'est le paroxysme de l'absolu, genre où tu finis par être débile, les États-Unis, à voter finalement par le non que vraiment par conviction. Mais que d'avoir enfin, entre guillemets, un parti ou une personne, et c'était ça l'idée de Macron à la base, c'était de se positionner sur les enjeux et non pas selon la gauche et la droite. C'était, alors il s'est positionné en bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais il s'est positionné selon des enjeux. Et ça, d'avoir possiblement une classe politique qui se réinventerait dans cet ordre-là,
Et bah, c'est possible parce qu'on commence à avoir fait le tour en termes d'une génération là. Nos parents, ils auront vu l'extrême droite, l'extrême gauche essayer, ça n'a pas marché. Comment dire, la gauche, la droite qui s'est détruit deux fois, chacun de leur bord. Je veux dire, mon père aura connu le RPR, l'UMP et les LR, et il a 60 Oui, ans. bon, ça, après, tu changes le nom de l'étiquette, ça change Non, non, pas. mais ce que je veux dire, c'est que ça ne te porte L'UMP pas a confiance. pas. Non, mais L'UMP, ça, c'est pas parce que le RPR allait mal. non, mais ça porte pas confiance dans les institutions. Tu te dis qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, la droite classique, c'est un peu ça. La gauche, pareil. Enfin, ils sont toujours. Je crois qu'ils. Je sais plus comment ça s'appelait avant, mais bon. Non, Donc, le Parti Socialiste, ça c'est ça toujours a appelé toujours été Parti ça, ouais, hein. Socialiste. Ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, il détruit à un point, je Mais il y pense. Je avait le me Front demande de s'il y aura un gauche, il y avait le retour. Parti communiste, il y avait C'est le. ça. Il y a Donc, plusieurs choses. on commence à avoir fait un grand tour. Ouais. Peut-être que l'idée de se dire, eh ben, on va s'organiser en fonction de thématiques. Et c'est un peu ça que prône Zemmour aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que lui, il se positionne sur des enjeux immigration, sécurité, machin, mais il se positionne pas fondamentalement de droite et de gauche. C'est d'ailleurs ça son grand truc, c'est de dire que des gens de gauche, les gens qui ont fait la Troisième République de gauche auraient été avec lui. Il l'a dit en Oui. interview. Bon, alors, c'est un autre débat, mais ce que je veux dire, c'est l'idée qu'il amène. Je suis pas en train de le défendre, en Non, train bien de dire sûr. c'est bien ou c'est Non, mal. non, C'est oui, oui. l'idée d'amener de se positionner selon des enjeux et non plus Bah, selon après, des classes. Et selon, ça, selon les insoumis, Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Selon Marion Maréchal Le Pen, elle n'est pas d'extrême droite parce que l'extrême droite, c'est le fascisme. Selon Marine Le Pen, c'est une femme de droite, mais selon Zemmour, c'est une femme de gauche. Au final, et selon Macron, enfin selon Castaner, parce que Macron évidemment ne s'est pas exprimé, quand il prend une mesure, il dit c'est ni de droite ni de gauche. Donc ouais. au final, le positionnement, il est idéologique, quasiment C'est ça, identitaire. idéologique, ouais. Moi, c'est plus le mot, tu sais, genre. Mais c'est peut-être aussi un rejet de cette idéologie qu'on a aujourd'hui, le fait de dire ben, on n'en veut plus, c'est que des belles paroles, etc. Mais le problème, c'est que ça porte le projet. Et aujourd'hui, ce manque de projet, ce manque de vision est, est en fait contradictoire. Faut pas qu'on arrête d'avoir de l'idéologie. Parce que le jour où on n'a plus de l'idéologie, on a du clientélisme. Et le clientélisme, c'est l'ami du populisme. Et c'est le fait de dire, bon, ben, on va satisfaire telle classe sociale pour avoir telle chose. Et à ce moment-là, c'est très facile de réduire les choses à quasiment des trucs complotistes. Le fait de dire, bon bah voilà, les riches se sont jamais autant enrichis en France que depuis le Covid, et les 600 milliards Donc, ont c'est qu'il le bénéficié cherche à le faire, quoi. voilà, ont bénéficié aux banques. Bon bah voilà, en fait, Macron a dealé avec les riches de telle manière à sauver la France. Mais deux questions pour toi, peut-être pour commencer à doucement aller vers la fin. La Ouais. première, est-ce que tu penses que le fait du quinquennat, c'est trop court pour, Ah justement, il oui, y a ce bien grand sûr. débat qui est revenu, le Mm, fait pour mm. mettre en place des mesures, comme tu disais, l'environnement, etc. Est-ce que le quinquennat, c'est trop court pour que les gens arrivent à comprendre, entre guillemets, le bilan du candidat? C'est-à-dire de se dire, ok, il a fait telle mesure, j'ai eu le temps de voir l'effet, donc maintenant je trouve c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Mais Ou il y a deux choses, ouais. Il y a le quinquennat qui est trop court, et il y a ok. En fait, c'est la faute à Chirac pour le coup. Il y a deux choses qui vont pas du tout. C'est le quinquennat qui est trop court et les législatives qui suivent l'élection. Parce que les législatives sont remportées de telle manière à donner au gouvernement les moyens d'entreprendre ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas de moyen de remettre un petit peu, comme les élections de mi-mandat, le gouvernement à l'amende. Le fait de dire, bon, bah voilà, ça, vous avez déconné, il va falloir qu'on change le truc et qu'on amène à une cohabitation qui se passe bien au final, mais bon, voilà, après, c'est à débattre. Mais donc, si on avait un septennat et qu'on gardait le quinquennat pour les élections législatives, on aurait ce décalage de 2 ans à chaque élection qui permettent déjà de ne pas être forcément en mi-mandat, parce que sinon, évidemment, ça peut poser des Ah, c'est les problèmes. Américains. Comment? C'est les Américains. Ils C'est font ça. tout après en fonction pour satisfaire et c'est leur jugement de bilan. Et enfin, ça rythme la vie politique à un point Voilà. où c'en est indécent, quoi. Vraiment, Et c'est problématique. ça peut amener à des problématiques pires que le quinquennat, le fait de dire, bon, voilà, en fait, on fait des mesures non pas pour 7 ans, mais non, enfin, non pas pour 5 ans, non pas pour Et 7 ans, pour mais un pour an et 2 ans et demi, quoi. demi. Ouais, genre. Voilà. Et puis chaque année changer. Donc trouver un moyen de aussi rendre responsable le gouvernement. On a 7 ans, d'accord. Par contre, il y a toujours ce changement, cette alternance qui est possible, qui est Et nécessaire renouvelable ou d'ailleurs. pas? Renouvelable, oui, 2 Le fois, c'est septennat, très deux bien. fois.
Il n'y a pas de problème parce que moi, je suis sur je suis sur une idée de parti. Je suis pas sur une idée de personne. Ouais. Donc c'est au parti de toute façon par des primaires et ça c'est un truc éventuellement si je peux faire juste une aparté. Au final tous ceux qui sont en tête dans les sondages c'est des candidats qui n'ont pas eu de primaire. Macron, Mélenchon, Le Pen, Ah, c'est le pas de grand défaut du primaire. système présidentiel, c'est qu'on vote pour la personne et non pas. Voilà. Donc moi je suis pour la enfin le non renouvellement plus de 2 fois des mandats parce que bon 7 ans oui c'est avec, important. ouais, plus ou moins avec un décalage des législatives. Moi, j'ai pas Avec un réellement d'avis, hein, c'est pour décalage. ça que Ouais. je posais la question d'ailleurs, parce que j'ai vu ressortir ça beaucoup là dans la campagne. Et qu'est-ce qu'on fait du quinquennat? Enfin, j'ai l'impression que c'est un enjeu qui a été relativement mis plus de l'avant que d'habitude. Donc, je me posais Oh, simplement la question. c'est comme au Canada et revisiter la proportionnelle, c'est Oui, une promesse de oui, campagne c'est qui se passera régulièrement. jamais. Et ouais, ma deuxième question, c'était, bah, je pense que c'est la dernière question, si ça te Ouais, va, pour conclure. parfait. Qu'est-ce que tu vois dimanche? Du coup, parce que là, donc nous, on est mardi soir, le Hmm. 5 avril. Dimanche, c'est le premier tour. On fera d'ailleurs sûrement un deuxième épisode dans l'entre-deux tours pour Ouais, avec parler plaisir. de qu'est-ce qu'on voit. Peut-être il durera, à mon avis, plus court l'entre-deux tours. Ouais, Peut-être ça plus sera court juste forcément. 30-45 minutes parce que bah, il y aura que deux candidats, les mesures qu'on voit, quel quinquennat on peut imaginer en fonction des deux personnes. Quoique ça pourra durer longtemps. Mais bref, peut-être cette fois-ci avec Radi, parce que bon, s'il y a deux candidats, peut-être il sera plus à l'aise aussi. Mais c'est ça, donc qu'est-ce que tu vois dimanche? Dans le sens, qui tu vois au deuxième tour? Militant, pas militant, bien évidemment, si tu arrives à faire la part des choses. Oui, bien Et, sûr. euh, et aussi, on va pas se lancer dans les scores, mais tu sais, genre, Non, bien sûr. est-ce que Un combien positionnement. tu juges Mélenchon? Tu sais, genre un peu ton appréciation générale. Ah, d'accord. Ouais. Comment tu vois que ça va se dessiner, quoi? C'est ça la question. Comment tu vois que le premier tour va se dessiner dimanche Hmm. soir à 20h? Qu'est-ce que tu vois juste avant les visiteurs sur TF1? Qu'est-ce que tu vois à la télé? Alors, tout d'abord, juste pour compléter la dernière question, en plus du quinquennat au septennat, la reconnaissance du vote blanc. Ça ne peut pas se passer sans ça. Voilà, Ouais, ça c'est par contre, juste... je suis très d'accord aussi pour moi, c'est un vote. C'est une forme de voilà. contestation, c'est un vote, donc Et rendre le vote obligatoire, du coup, ça vient une avec. amende à 150 balles, les gens ils iront, hein, c'est pas énorme, mais C'est ça. Mais si on reconnaît le vote blanc, il n'y a aucune raison de ne pas aller voter. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, juste, je voulais fermer cette parenthèse parce que c'est vrai que c'est un truc. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on en parle, ça va arriver. On peut pas arriver. Personne n'y gagne à ne pas reconnaître le vote blanc et pas faire voter obligatoirement. Donc voilà, on le met, that's it, that's all. Pour ta question, excuse-moi. Alors en tant que militant, j'aimerais te dire honnêtement que dimanche, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru parce que tout le monde est arrivé dans la salle et je te dirais pas avec des doutes et tout, mais bon, il y avait une ambiance qui n'était pas forcément une ambiance de victoire, tu vois. Et on est sorti de la salle, on avait gagné. On est sorti de la salle, Valérie Pécresse était présidente. Et donc, bon, les scores des sondages, malheureusement, bon, tu connais comme moi, malheureusement, on n'a pas pu l'aborder, mais c'est un peu long. Ayant fait des méthodes quantitatives et qualitatives, on sait que ces sondages-là sont pas forcément les meilleures boussoles, mais malheureusement, elles orientent le vote. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. on pourrait faire un podcast entier sur les sondages, pourquoi c'est pas Ah ouais, bien et pourquoi c'est très bien en même temps, c'est ça. et pourquoi ils sont très manipulés et que même l'IFOP aujourd'hui, il faut le prendre avec des pincettes, genre à Mm-mm. mon avis. Ah oui, Et non, oui, donc c'est très dangereux. Donc, en tant que militant, je te dirais, il y a toujours la surprise du second tour qui est possible pour 2 raisons. Euh, les votes d'Éric Zemmour qui s'affaiblissent et ou ceux qui votent disent, bon, bah, un, c'est foutu. Deux, quand même, c'est abusé. Tu vois, oui, c'est un vote de rejet, oui, tout ce que tu veux, mais je suis de droite, quoi. Je vais pas m'embarquer là-dedans, je veux pas être étiqueté là-dessus, tout comme le vote pour Le Pen, bien qu'elle ait été diabolisée. Donc je te dirais que c'est possible quelque chose au coude à coude. Je me satisferais même d'une troisième place. Euh, voilà, ce serait quelque chose qui pourrait être assez impressionnant. Bon, il y a Mélenchon dans le tableau, et là j'enlève ma casquette de militant. Avec Mélenchon dans le tableau, les gens vont se poser beaucoup moins la question. Ils vont se dire, le problème c'est que, je te parle du peuple de droite, on est d'accord pour un Macron-Le Pen, ou pour un Macron-Pécresse, voilà.
mais on peut pas faire un Macron-Mélenchon. On peut pas, en fait, c'est un petit peu terrible à poser, mais on peut pas poser la question aux Français d'avoir Mélenchon au second tour. Et donc, ils préféreront voter Le Pen de telle manière à faire barrage, tu vois, à l'extrême gauche. Donc moi, je pense que ce qui se donne dans les sondages va ressembler quand même pas mal au paysage si les insoumis arrivent à motiver. J'ai pas mal d'amis qui sont de très très gauche et qui me parlent beaucoup. Je suis assez actif sur Instagram suite aux élections. Et beaucoup me disent, bah, écoute, c'est très intéressant parce que moi j'appelle toute la gauche à voter Roussel. Il me dit, c'est très intéressant ce que tu dis, j'hésite parce que les insoumis me mettent la pression. Ils me mettent une pression. Moi, j'ai estimé pas forcément mettre une pression plus que ça pour voter pour mon candidat. J'ai essayé de montrer qu'il fallait pas voter pour les autres. Mais les insoumis arrivent à mobiliser. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense premier Macron, deuxième Le Pen, troisième éventuellement soit Pécresse, soit Mélenchon, ça dépend de la mobilisation. Et on conclura peut-être par les performances, parce que là j'ai beaucoup parlé, éventuellement donne ton classement, et puis après on parlera éventuellement des performances pour conclure. Ouais, moi c'est vrai que effectivement je suis quand même assez impressionné entre guillemets de la campagne on n'en a pas trop parlé mais de Marine Le Pen dans le sens comment elle a monté graduellement, elle a su rester calme. Encore une fois, allez voir la vidéo d'Hugo Décrypte, vous verrez ils sont dans les campagnes partout est un temps très lointain dans sa gestion de débat. S'il y a un second tour Macron-Le Pen, ça sera vraiment pas la même ambiance. Là, ça sera beaucoup plus, à mon avis, difficile pour Macron de passer pour quelqu'un de raisonné et concret. Mais comment je le vois dimanche, ouais, bah, c'est nul, hein, mais pour le watch time, mais c'est un peu comme toi, hein, c'est-à-dire que je vois vraiment De Macron, toute façon, ils sont à effectivement. 1h30 de podcast, ils vont pas J'avoue. partir maintenant. S'ils sont encore là, ils vont rester. Ouais, je vois vraiment Macron 27, 28%, Marine Le Pen 20, Ah ouais, aussi fort que 22%, ça. ouais, 22%, 23%, et puis après ça se grappille. Euh, je serais très très étonné que Mélenchon soit au second tour, pour être honnête. C'est pas un truc que je n'envisage pas, c'est quelque chose dont je serais étonné. C'est très différent, c'est-à-dire que je dis pas ça n'arrivera pas, je dis ça me surprendrait. Par contre, je serais moins étonné en fait que Pécresse soit au second tour que Mélenchon au second tour. Ouais. Parce qu'il y a un Pourquoi? truc dans l'urne, alors c'est pas du tout scientifique ce que je vais dire et c'est pas du tout science politique, peut-être que ça l'est, mais moi au premier tour des élections présidentielles, j'avais pensé à voter Lassalle en 2017. Mhm. J'avais pris son truc, Ah ouais. j'avais mis le nom dans l'enveloppe et tout. Et après, j'ai eu le côté, je me rends compte de ce que je fais en fait. Je me Mhm. rends compte que tu peux le dire, tu peux rigoler, mais passer à l'acte, c'est différent. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter Zemmour, qui vont se dire, ah en fait, je peux pas. Genre, je vais Mais prendre oui, je suis Pécresse, d'accord. c'est plus safe, tu vois. Mhm. Et le miracle du second tour, je peux y croire sur cette base-là. Non pas qu'elle est convaincue, et non pas qu'elle ait fait une bonne campagne, mais du fait que elle représente une droite stable, pas extrême, et que les gens sont très énervés, mais que jusqu'à faire telle chose, jusqu'à se rendre là, c'est pas sûr, tu vois. Et Le Ouais. Pen, c'est très souvent le cas, son réservoir de vote, il est inexistant à cause de ça, parce que les gens n'osent pas forcément, tu vois. Et je pense que entre Le Pen et Pécresse, parce que c'est Pécresse, parce qu'elle est nouvelle, entre guillemets, elle pourrait incarner un certain renouveau, parce que c'est aussi une femme qui porte des valeurs féministes, etc. Parce que plein de choses, elle... il y a plein de gens, à mon avis, qui pourraient se dire, qui au sondage diraient, moi j'en ai marre, je vote Zemmour, puis en fait, dans l'urne, ils n'oseront pas, tu vois. Mhm. Mais c'est pas un manque de courage ou Non, de je suis lâcheté, d'accord. c'est Je de te se suis rendre compte, totalement. en fait, de l'incarnation que ton geste aura. C'est-à-dire te dire, ah ouais, ça va avoir vraiment un impact, tu vois. Genre, c'est. Et comme on a très cette tendance à dire, c'est hyper important ce qu'on fait, cette élection est hyper importante, c'est décisif, vous avez un rôle, ta responsabilité quand tu vas devoir la mettre en acte, est-ce que tu iras au Bah, bien bout? sûr. Ça, c'est différent. Et tu vois, même moi qui voudrais voter Roussel, je me pose la question, pour des raisons qui sont assez proches, est-ce que je ferais pas mieux de voter pour quelque chose qui aura une chance d'arriver au second tour? Tu vois? Et ça, je sais pas pour qui je voterais si c'était le cas. Mais
je me pose cette question-là. Et moi, c'est raisonné, c'est réfléchi parce que j'ai suivi la campagne, etc. Mais je me dis que ça va être dans l'urne, je serai pareil que cette personne-là qui est très énervée et qui se dit vas-y, je vais voter. Donc je me dis Mm. que je serais moins surpris que ça soit Pécresse que Mélenchon au second tour. Et pour ma démocratie personnelle, ça me ferait quand même. J'aurais beaucoup plus espoir si c'était Macron-Pécresse, même si je ne soutiens pas Pécresse. Oui, non, bien sûr. Puis vous le savez, dans l'absolu, ça me réconforterait plus d'être en désaccord avec cette personne-là que plutôt que ça soit Mélenchon ou Le Pen. Malheureusement, je vois plus parce que effectivement les sondages l'ont tellement donné, etc. Je vois plus Macron, Le Pen second tour, mais avec l'espoir que ça soit Pécresse, Macron, et sans compter sur une pochette surprise de Mélenchon parce que voilà, il remonte, il est galvanisé, il est à 17%. Là, je viens de voir un truc, il est à 17% ce soir. Comme en 2017 d'ailleurs. Oui, mais le problème, c'est pas le problème, mais Il c'est qu'il s'envolait. remonte. Oui, mais il s'envolait de la C'est même qu'il- manière en 2017. C'était la même évolution. Donc peut-être que, en tout cas, on verra bien, mais donc à voir. Donc à voir, j'ai Mm. hâte de voir Tu la veux directement finalité. enchaîner toi-même par ton, pas ton pronostic, mais ton jugement. On fait ça de manière assez rapide pour Ouais, conclure ouais, assez éventuellement, et rapide. puis je round up. Ouais, moi je suis très déçu forcément par la campagne de Macron parce qu'il n'a pas voulu prêter le jeu et qu'il n'a pas été capable, enfin, il a pas mis de l'avant entre guillemets la crise de l'Ukraine pour dire je ne pourrais pas le faire. Et ce qui est une raison tout à fait valable, hein. Je n'en aurais pas de tenir rigueur. J'aurais préféré qu'il fasse ça plutôt qu'il fasse campagne, bien évidemment. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, le jeu démocratique il va pas bien, malgré qu'on ait 12 candidats par rapport à ce que je disais en intro justement. On a beaucoup de gens, mais effectivement, c'est très polarisant. Les enjeux sur lesquels se positionnent, c'est la sécurité, c'est-à-dire presque nous contre eux. Euh, il va falloir, euh, il va falloir être violent pour régler les problématiques de sécurité qu'on a. Euh, c'est l'immigration, c'est ça, c'est des enjeux qui sont très polarisants, qui sont énormément mis de l'avant. Et je trouve que la campagne, effectivement, elle a révélé tout ça, elle a révélé le mal-être de beaucoup de Français, la pauvreté de beaucoup de Français aussi, qui vont voter par dépit et non pas par raisonner, mais par problématique et par énervement. Et je trouve que c'est une campagne qui, malgré tout, tient le jeu, quoi. Tu sais, les, tu sais, c'est quand même fou quand même que quelqu'un comme Éric Zemmour dise moi dès que vous m'invitez j'y vais. Enfin je veux dire il est passé dans des podcasts féministes, des trucs, tu te dis mais les gens l'ont invité, il y est allé quoi. Je pense pas qu'il se disait qu'il viendrait. Et j'ai plus le nom du podcast, je suis terrible, mais il en parlait justement avec deux femmes et tout sur justement l'enjeu des LGBT, des trucs comme ça. Et on lui pose la question mais vous pensez que c'est un lobby? Puis genre, c'est fascinant de se dire qu'il y a un candidat d'extrême droite parle de ça, ose parler de Mais oui. ça, et il y va, il s'y confronte quoi au jeu, tu vois. Et pareil pour la plupart des candidats, tu vois, mais il y a ce côté, on a l'impression que tout ça sert à rien, quoi. Vraiment, c'est ça. La finalité, je pense que c'est qu'on a l'impression que tout ça sert à rien, parce que ça sera Macron contre quelqu'un d'autre, et Macron, là, je sais pas s'il l'a dit ou si on lui a fait dire, mais le côté de qu'il ne veut débattre qu'au second tour que contre celui qui sera capable, entre guillemets, de le Non, non, c'est challenger. ce qu'il a dit, oui. C'est vraiment la définition de cette campagne. Même si on a une pluralité de candidats, on a des vrais débats, des vraies questions aussi, qui touchent les Français, des enjeux concrets, reste que pour X raisons qu'on vient de parler, c'est Macron contre le candidat. Et je trouve que pour la démocratie, c'est pas ouf, quoi. Ça se passe pas très bien, quoi. Donc, je sais pas, toi, ton ressenti, peut-être militant Bah écoute, ouais, en tant que et militant, normal aussi. c'est Normal, assez j'allais dire. intéressant. Ouais, ouais. Citoyen. Bah, en tant que militant, ça a été très intéressant. Moi, j'ai adoré mon expérience de militant au sein de LR. Je t'avoue. Alors, j'ai pas été non plus le plus intense du monde, hein. J'ai pas été chaque jour à tracter, etc. J'ai fait du tractage, j'ai fait du boitage, donc mettre dans les boîtes aux lettres les trucs. Je suis allé au comité de soutien où justement j'ai pu rencontrer Brice Hortefeux, etc. Donc j'étais quand même assez content. J'ai pu également aller au meeting à Paris. Donc voilà, je trouve que j'ai bien aimé mon expérience, je l'ai trouve assez complète, etc. Même si elle aurait pu être bien plus intense avec le collage, etc.
c'était difficile avec un stage, etc. C'est une activité à plein temps d'être militant à fond. Mais donc oui, non, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été assez impressionné de la mobilisation à l'intérieur du parti, des jeunes LR, qui honnêtement est une force incroyable. Enfin, t'as l'impression que rien n'a changé depuis les jeunes du RPR, quand mon père m'en parle. C'est fou, et tu vois qu'en fait la plupart du militantisme il se fait à ce niveau-là. Il se fait au niveau des jeunes qui viennent dans la rue, qui viennent parler aux gens, qui font les appels, qui font le porte-à-porte, etc. Donc ouais, c'est des vieilles pratiques, mais qui montrent, voilà, encore une fois que LR tient, que LR perd, mais que LR tient. Et c'est quand même quelque chose qu'on peut reconnaître, parce que c'est quelque chose que la gauche a appris à faire. Il y a une culture de la défaite à gauche. C'est pas pour être pas pour être réducteur, mais c'est vrai que le PS a su tenir beaucoup de défaites. Mais au final, bon, bah voilà, aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'ils se sont tirés les uns les autres dans les pattes. Ce qui me permet de changer un petit peu et de voir un petit peu ça d'un point de vue plus citoyen, où Valérie Pécresse a adopté des thématiques qu'on n'attendait pas de la droite. Je veux dire, le féminisme de Valérie Pécresse est le féminisme le plus inattendu et très ambitieux au final, qui n'était pas porté par la droite, même pas par Emmanuel Macron. Il n'y a rien d'aussi concret, je veux dire, au niveau juridique. C'est assez incroyable les trucs qui sont prévus, notamment par Pécresse. Macron, bon, bah, la déception la plus totale, évidemment. Au niveau de sa campagne, c'est quelque chose que je dénonce, en fait. C'est des mauvaises pratiques. Donc, voilà. Ça, je te rejoins sur ça très fortement, sur Macron. Voilà, c'est quand on a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, qui vient s'exprimer sur RMC le matin et qui vient plus ou moins traiter d'hystérique la journaliste, qui a osé remettre en question ces chiffres. Je suis désolé, mais c'est inacceptable. Quand on a un détenu corse qui est tué par un islamiste dans une prison de la République, voilà, alors qu'il n'avait plus rien à faire dans cette prison, et en prison en général parce qu'il était libérable, mais qu'il n'avait plus rien à faire dans cette prison et qu'il devait être sous surveillance, etc. Et qu'on a encore un ministre de la Justice qui est en fonction. Non mais on est où là? Donc tout ça s'est passé pendant la campagne. On a une affaire McKinsey, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a pas d'engagement qui a été pris de plus faire appel à ses cabinets de conseil, de plus de transparence, ni rien. Il a démenti, il a dit bah ce sera à la justice de faire son travail. Bon, bah alors à ce moment-là, si la justice, elle révèle qu'il n'y a rien, on va se poser la question de l'indépendance de la justice. Et encore une fois, c'est marcher sur les institutions. Donc, moi, je suis absolument pas d'accord avec cette pratique, même si Macron ne me débecte pas comme me débecte Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. Je suis vraiment fondamentalement en désaccord avec lui. Et j'aimerais voter contre, en fait, au second tour, si c'est Macron-Le Pen. Le problème, c'est que je peux pas accepter Le Pen. Il faut savoir que si l'offre politique, ce n'était... Par exemple, je vais être très honnête, hein, si c'est Macron-Le Pen, je suis désolé de te couper, ça va très grave. C'est Macron-Le Pen, je vais voter Macron, parce que je ne peux pas voter Le Pen, pour le nom que ça incarne, pour plein de choses, pour l'idée de la France que je me fais aussi, etc. Par contre, si c'est Pécresse-Macron, je vais profondément me poser la question, et je pense que jusqu'à 5 minutes avant, je vais tout sous-peser. Et c'est pas dit que je vote pas. C'est-à-dire que si l'offre politique en face me paraît pas extrême, juste ça, hein, on est rendu là, ça ne me paraît pas extrême, même si c'est pas dans mes convictions, je pourrais voter contre lui. C'est là où on en est rendu. Sur des gens politisés, sur des gens qui sont pas forcément sous le coup de l'émotion, qui sont un peu privilégiés. Qui ont payé 50 000 d'études pour lire des textes là-dessus. Ouais, voilà, non, mais tu sais, qui sont... mais même, on est privilégiés en termes financiers, en termes plein de choses. Ce qui me retient de ne pas voter pour Macron au second tour, c'est si on n'a pas une offre extrême. C'est juste ça. Et tu te dis, si demain c'est ça, c'est pas dans mes convictions, j'en arrive moi à voter là. Qu'est-ce que c'est pour la personne qui au 15 du mois, elle s'est dit j'ai plus de thunes? Qu'est-ce que c'est pour la personne qui est tout le temps en train de remplir sa voiture à la limite pour pas être en panne? Qu'est-ce que c'est pour tous ces gens-là? Et c'est un peu ce qu'on disait aussi avec la crise du logement. Si nous, en tant qu'avec un métier, etc., on peut réussir un peu à galérer à avoir accès à la propriété, qu'est-ce que c'est pour tous les gens qui ont 10 fois plus de problèmes, des dettes, plein de choses? Et effectivement, ouais, ça, je suis tout à fait d'accord que c'est grave. Moi, je trouve que c'est un peu un signe grave, quoi, en tout cas. Il nous met dans une position qui est très inconfortable, et honnêtement, si le vote blanc était reconnu, mais c'est sûr à 200% que je voterais blanc, là, je peux pas me permettre parce que ce serait donner un vote...
ça serait donner un vote à l'extrême droite Au à Marine deuxième Le tour, je Pen. voterais blanc C'est probablement ça. si c'était reconnu aussi, oui. Donc voilà, c'est quelque chose que je dénonce et qui m'attriste profondément parce que je suis très patriote, je suis quasiment nationaliste si c'était pas attaché à tout ce qu'on attache aux nationalistes aujourd'hui. Et voilà, non, ça me débecte. Ensuite, juste très rapidement pour le reste du paysage, bon bah Marine Le Pen, super campagne. Elle a réussi grâce à Éric Ouais. Zemmour et grâce à Bolloré à se dédiaboliser totalement. Alors pour moi, Bolloré ne veut pas que Le Pen soit au pouvoir, mais veut que Macron soit au pouvoir parce que Bolloré est un aristocrate et on va pas mordre la main qui nous nourrit. Donc voilà, mais il a très bien réussi à faire grandir la menace extrémiste et à dire oulala, 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 attention, il faut voter Macron, c'est dangereux, oulala. C'est lui qui a Donc, CNews, non? C'est oui, c'est lui Bolloré? qui a CNews, c'est lui Ouais, qui a c'est ça. C8, C8 où face à Baba de Zemmour, c'est passé pendant 3h30 sans pub. Ensuite, il est repassé pendant 1 heure face à Mélenchon. Donc, enfin bref, Bolloré a fait. Macron est tout autant un produit des médias que Zemmour. Zemmour, quant à lui, Chomsky une se porte campagne. bien. Bah oui. Zemmour, une campagne très bonne, mais très mal calculée. Parce qu'au final, le Trop temps. longue. Alors, on n'a pas pu malheureusement parler de ça, mais le calcul des temps de parole est quelque chose de très con en France. Enfin, très, très intelligent, mais très mal fait. Et au final, Zemmour a pris tout le temps possible au début. Et comme c'est des temps d'équité, bah au final, à la fin, il ne lui restait plus rien. Et le mouvement s'est essoufflé. Il s'est essoufflé de lui-même. Et il a Ouais, été trop, décrédibilisé, c'est ça. malheureusement. Ouais. Je, je suis étonné que les Français soient pas plus impressionnés, ne soient pas plus conscients du manque de crédibilité qu'ont les trois extrémistes de par leur rapprochement avec Poutine. C'est quelque chose Bah, qui surtout au vu m'impressionne. de. Et je vous conseille cette très bonne émission disponible sur YouTube de C'est dans l'air qui s'appelle Hmm. L'hypothèse Le Pen. Excellente émission justement qui revient sur ça. Et je pense qu'avant le premier tour, si vous avez le temps de la voir, c'est parfait. Justement, avec comment Le Pen s'est quand même détaché, même au sein de son entourage, de Poutine, où des gens sont proches. Il y a quand même des gens à côté d'elle qui ont dit l'invasion en Ukraine, ça va. Tu sais, genre en vrai, on Ah comprend ce oui. que Poutine fait, etc. Et tu te dis, c'est fou, ça ne lui est pas du tout retombé dessus. C'est impressionnant la pirouette qu'elle a fait, quoi, vraiment, d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, oui, Voilà. ouais. Donc voilà, et du coup, bah, ça m'amène vers Mélenchon, qui a fait une campagne qui pour moi est une campagne dégueulasse, parce que sur son projet, c'est tout beau, tout calme. Et là, vraiment, je regarde pas en tant que militant, hein, je regarde vraiment en tant que citoyen. Sur son projet, tout est beau, tout va bien, voilà. Et tu prends deux, trois pas de recul, tu te rends compte que c'est 250 milliards de dettes, que c'est genre que c'est impossible de garder le tissu social avec les projets, etc. Et que Non, c'est il y a porté par un énormément. homme et on vote pour l'homme au final en France, qui n'est pas gouvernable, qui ne peut pas gouverner la France, de par sa personne, de par ce qu'il représente, parce que il est très bien dans son rôle bah voilà, de frondeur à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas fait pour être un président. Quand vous voyez justement l'émission Face à Baba, allez la voir. Si vous hésitez encore par rapport à Mélenchon, vous ne pouvez pas mettre un homme comme ça à la tête d'un État. Vous avez l'Europe, la France et le monde, entre guillemets, à feu et à sang le lendemain. Mais c'est une Donc, très bonne Mélenchon comme Zemmour. Ce sont des bonnes personnes, je pense, à avoir à l'Assemblée nationale parce que ils apportent des débats qu'on parlerait pas forcément et ils sont dans des positions qui rendent tout le monde inconfortable, mais ça ouvre le débat et ça crée, même ne serait-ce que leur répondre, fait que ça justifie les politiques actuelles, etc. Pour la santé démocratique, souvent les gens se disent, c'est pas, il faudrait pas que ces gens existent. Non, il faut qu'ils existent pour déjà se rappeler que bah, la dérive vers les vrais extrêmes, peut être beaucoup voilà. plus grave et que aussi c'est des gens qui forcément apportent des questions et qui apportent un certain prisme auquel ça répond, je veux dire, et qu'il faut s'y attarder. Et je pense que c'est des bons députés, quoi. C'est des Mm, députés intéressants à avoir en chambre, à débattre avec eux, mais ça ne devrait pas être des hommes de pouvoir, en aucun c'est cas. ça. Et donc, bah, pour finir, il y a un peu les petits candidats. Dedans, malheureusement, je mets Anne Hidalgo, Oui. qui voilà, paye sa personne, paye ce qu'elle a représenté pour Paris, paye beaucoup de choses. On a malheureusement Yannick Jadot, qui aurait eu, en fait, les écolos avaient une porte ouverte, et ils avaient un boulevard, et ils ont pris un très très bon militant de Greenpeace, mais encore une fois, pas quelqu'un qui peut gouverner.
de par son ego, de par son arrogance, de par certains le trouvent trop mou, certains le trouvent trop agressif. L'écologie, c'est la paix, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre contre les dictatures, comme lui il aime le dire. Non, l'écologie, c'est justement le rassemblement des personnes autour d'un projet. Donc, c'est pas possible pour Yannick Jadot, et malheureusement, encore une fois, les écolos ont raté le coche, et ça aurait pas été mieux chez Sandrine Rousseau. Dans les petits candidats, on a un Philippe Poutou qui, honnêtement, fait une bonne campagne, où, bon, moi je préférais Besancenot personnellement, mais après, bon, ça revient au NPA de choisir ses leaders. Mais Poutou, au moins, représente peut-être plus qu'Olivier Besancenot les personnes qui votent pour lui. Nathalie Arthaud, fidèle à elle-même, très intéressante, toujours, à écouter. Honnêtement, je serais vraiment allé à un petit meeting, mais je veux pas être fiché non plus. C'est juste que c'est pas tenable, et malheureusement, c'est un parti de lutte, c'est pas un parti pour prendre le pouvoir, ils le disent eux-mêmes. Et on finit avec Jean Lassalle qui souffre de sa personne, même si son projet est intéressant. C'est un projet, encore une fois, de rejet, mais de rejet dans le centre. Faut pas oublier que c'était un proche, il était du côté Bayrou, il était au centre. Et voilà, entre le fait qu'on a du mal à le comprendre, qu'il est souvent un petit peu à côté de la plaque au début, il a besoin d'un tour de chauffe, eh bien on voit quelqu'un qui ne pourrait pas représenter la fonction présidentielle, même si il incarne aussi ce père de famille, un petit peu. Alors là, c'est pas patriarcal ce que je veux dire, mais c'est plus dans l'image générale du père de la nation. Le fait de dire, bon voilà, c'est un homme sage, c'est un homme réfléchi, c'est un homme de valeur, de conviction, il est pas du tout sur tout le Mais reste. c'est pareil, moi je le mets au même truc que les autres. Sa place à l'Assemblée, pour moi, elle est primordiale. Il Ah oui, rappelle tout à cette fait. France des campagnes, cette France qui, t'as presque l'impression que lui, c'est vraiment pas une insulte de ce que je vais dire, hein, mais t'as presque l'impression que lui, ça a été le seul de un des premiers à apprendre à lire parce que toute sa famille Ah oui, mais il le dit, hein. était paysanne, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça rappelle aussi cette France complètement déconnectée des institutions qui existent, qui travaillent, qui voit pas plus loin que son lopin de terre, mais qui a besoin d'être représentée au sein de nos institutions, tu vois. Je le mettrai jamais président, mais tous les jours, je suis content qu'il existe et je désespère de le voir qu'on le tourne à une vanne et je désespère qu'on ne l'invite pas à la plupart des débats, etc. Parce que je trouve qu'il représente des gens et à partir du moment où il représente des gens, on doit l'écouter. Et c'est une différence entre prendre des décisions et les écouter. Pour moi, tous ces gens-là doivent être écoutés. Ce sont des gens qui apportent quelque chose à la table. Et parce que pour moi, mon idéal politique, c'est la table ronde de Arthur dans Kaamelott. C'est-à-dire, je veux dire, il faut ramener tous les gens, et je pense que c'est une bonne analogie. Je veux dire, pour moi, c'est un peu Perceval, quoi. Vraiment, il faut qu'il soit à la table, tu vois. Et quand t'as Perceval, et pour ceux qui connaissent, quand t'as Perceval et Léo Dagan à la même table, à la fin, c'est Arthur qui prend la décision parce que c'est lui l'homme d'État. Mais c'est deux extrêmes dans leur manière d'être. Sans compter le religieux dont j'ai oublié le nom, là, qui pareil. Cardoc. Et non, le religieux, comment il s'appelle, Père Blaise. Père Blaise, oui. Il n'est pas à la table, mais il est quand même là dans toutes les discussions. Pour ça, il faut voter royaliste, les gars. non, mais voilà, dans l'absolu, pour moi, l'Assemblée nationale et les trucs de pouvoir, c'est une table ronde où tout le monde s'assoit, tout le monde parle d'égal à égal, et à la fin, il y a quelqu'un qui a plus de légitimité, qui prend la décision finale, tu vois. Et ces gens-là, pour moi, voilà, c'est vraiment les chevaliers de table ronde, débiles profonds ou pas, et qui doivent être là. Et ouais, je trouve qu'on s'en éloigne de plus en plus. En tout cas, maintenant, Macron, il est dans son bain, tout seul, dans sa tour. Il n'y a personne qui vient le voir. Mais c'est pour ça que, pour finir, là, il y a Fabien Roussel qui, honnêtement, je trouve, a redonné une image jeune, une image un peu beau gosse, un peu jeune. Quand tu parlais justement d'un Macron à gauche, moi, il y a l'étiquette communiste. Un peu passionné final, aussi. Voilà, un peu passionné. Et puis, il est beau gosse, il est vieux jeune. Il représente un petit peu cette image. Pour vous donner un exemple très précis, quand il parle le Qatar, on lui demande est-ce que la France devrait aller au Qatar, c'est pas un mec qui va faire une langue de bois, il va dire bah c'est chiant parce que j'ai vraiment pas envie de soutenir ce truc là, mais c'est l'équipe de France. Après on est tenant du titre, si on n'y va pas c'est une crise diplomatique sans nom, parce que d'autres pays vont suivre, parce qu'on est tenant du titre et parce qu'on est la France. Si on y va, c'est une forme de... Il était à deux doigts vraiment sur le bout des lèvres de dire ça me casse les couilles, vraiment ça me casse les couilles, je ne sais pas quoi faire. Et tu vois que du coup que c'est un mec qui a le sens des réalités, qui est capable de peser le pour et contre et qui sait que c'est pas simple, et tu vois qu'il est pas polarisé en fait. Il est pas non le Qatar c'est des gens horribles et oui c'est la France, faut à tout prix les soutenir. Il est dans la réalité elle est grise et j'avoue
peut-être envoyer le Premier ministre, il Hmm, a dit. Peut-être envoyer une délégation diplomatique, mais probablement pas le président, tu vois, pour c'est ça. dire on y va, mais en même temps, on y va à moitié, parce qu'on Mais n'est c'est pas pour ça d'accord. que pour les belles Donc voilà, très campagnes, je bon dirais exemple, je trouve, aujourd'hui, c'est de ça. sa personne, quoi. À gauche, je donnerais Fabien Roussel pour une belle campagne. Moi, je trouve que Valérie Pécresse a fait une belle campagne. En tout cas, les Républicains ont fait une belle campagne en poussant Valérie Pécresse. Et puis enfin, bah, malgré elle, Marine Le Pen a fait une très belle campagne parce que les chats, c'est Par son mignon. silence, par plein de Par choses son aussi, hein. silence, voilà. Savoir ne Par pas parler, c'est important. l'apaisement, le tri aussi au sein du Rassemblement national. Ouais. Le Rassemblement national a viré tous les antisémites et Non, les mais nazis qui se sont même, retrouvés chez Zemmour. Marion Maréchal Le Pen, qui était très extrême, Voilà, ah, ça, je pense que tout le monde a dit ah, c'est une trahison, etc. Moi, je pense que ça lui a enlevé une belle épine du pied, hein. Il était en mode, voilà. ah, comme ça, on va pouvoir se recentrer. Donc c'est ça. C'est un petit peu le tour du paysage. Je sais pas si éventuellement tu aurais un Non, je mot vous de fin conseille éventuellement avant que je à conclue. tout prix d'aller voter parce que le Ouais. vote blanc n'existe pas, donc exprimez votre voix à tout prix. Moi, ma mère m'a dit qu'elle n'irait pas voter, je lui ai dit tu ne peux pas faire ça. Donc je l'ai convaincu Je m'attendais à un d'aller grand voter. discours. Tu ne peux pas faire ça. Bon. Non, non, je lui ai dit c'est impossible, tu peux pas ne pas aller voter s'il te plaît, tu vas le faire. Votez pour qui vous voulez, c'est ça le jeu démocratique, mais allez voter tant que on ne reconnaît pas le vote blanc, c'est très important, encore plus au premier tour. Ouais. Même si c'est pour des petits candidats, je pense que c'est le plus important. Et puis voilà, moi je recommande ultimement si vous avez le temps de vous bouffer tous les vidéos d'Hugo Décrypte, ça vous fera un grand tour, bien amené, bien fait si vous n'avez pas eu le temps, si jamais. C'est pas chiant, ça centre sur des enjeux bien et surtout pendant 30 minutes vous avez un candidat qui ne se sent pas agressé et vous pouvez d'une part voir l'humain et de deux voir les idées un peu plus développées. Donc ça serait ma recommandation absolue. Je trouve que c'est génialissime ce qu'il a fait parce que ça parle aux jeunes, un peu aux moins jeunes. Moi j'en ai donné certains à mes parents aussi, etc. Parce que bah ça permet de vraiment condenser. T'as 45 minutes en tout là si tu prends les 10 mesures et Ouais. l'interview. Et t'as le tour vraiment du candidat quoi. Et tout le monde s'est prêté au jeu. Sauf pour l'instant Macron, ça se trouve dans 2 jours j'aurai tort, donc ne m'en tenez pas rigueur. Mais donc c'est ça. Je sais pas si toi t'as une recommandation ou bien évidemment, je Bah, sais pas. la chaîne YouTube de 2017, Indécis, est toujours active et elle a essayé, alors non pas de s'axer forcément sur les gros candidats, mais des fois sur l'entourage de ces candidats, donc ça peut toujours être intéressant. On n'a pas parlé de Nicolas Dupont-Aignan, mais je crois qu'il y a C'est vrai, fait on un l'a tour. oublié lui, comme tout le C'est monde. vrai. Je Voilà. pense. Bon, c'est un petit problème. Non, je l'ai même pas cité dans les petits candidats. Mais, euh, mais voilà, il y a. Alors, si vous aimez les formats courts, donc Hugo Décrypte, très très bon. En 45 minutes, vous avez un tour à peu près complet. Lisez les programmes. C'est important. Ouais, C'est pas ça très c'est long. bien. Ça vous prend Peut-être une pas celui grosse de Mélenchon après-midi. là, parce qu'il fait quand même 400 pages, je sais plus Oui, mais combien. vous avez des versions réduites qu'ils ont fait qui Oui, oui. sont faisables. Et puis j'ai acheté le livre, hein, c'est 3 euros, ça va, c'est faisable. Lisez les programmes, écoutez les candidats, écoutez les interviews. Si vous avez l'occasion, si vous avez vraiment du temps, allez sur la chaîne Thinkerview. Et là, vous avez 3 heures de Mélenchon, vous avez 3 heures de Zemmour, vous avez 3 heures de... Pas de tous les candidats, mais au moins ceux qui... Voilà. Et alors, donc vous avez un aperçu global, mais essayez d'écouter un petit peu les choses qu'on vous a dit face à Baba, de Mélenchon, et essayez d'écouter des choses comme ça peut être assez important. Mais surtout, voilà, je mentionne, comme Astro l'a dit, allez voter. Quel que soit votre paysage politique, si on l'a critiqué ou pas dans ce court format. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus se donner le luxe de pas voter. Et puis c'est ça. Je pense que c'est une chance qu'on ait autant de candidats et même voter le rejet, voter le NPA, voter la salle. Votez ce que vous C'est voulez, jamais mais un vote allez perdu. voter. Mais donc c'est ça, donc on se retrouve sûrement dans, je pense, 2 semaines, parce qu'on va se laisser, je sais pas combien de temps il y a entre les deux tours. Ouais, non, c'est Bah 10 c'est 10 et avril. 24 avril. Ah, donc on aura le temps, ça, il y a 2 semaines tout pile. Voilà. Donc c'est dimanche, c'est ça, sûrement le lundi 20, là, on sortira par là le, le deuxième sur l'entre-deux tours. Donc c'est ça, et puis peut-être qu'on en fera un après. Je sais pas, on verra dépendamment de l'issue. Si c'est Macron, je pense pas qu'on aura grand chose à dire en Non. vrai. On S'il retournera y a une peut-être sur, surprise, on verra, hein. sur Obi-Wan.
Kenobi. S'il y a une surprise, oui, bien sûr. Même si, voilà, si on a quelque chose à dire, on le fera. Faites-nous confiance, hein, vous savez on aime bien parler. Mais dans tous les cas, il y en aura un sur l'entre-deux tours. Bah, c'est ça, je vais conclure. Bah, du coup, merci Pidou. Merci à Ça fait Radi qui, plaisir, même merci s'il à n'est pas toi. là, va faire le montage de cet épisode. Donc voilà, c'est quand même sympa. Et puis c'est ça, on se retrouve dans 2 semaines. Allez voter, hein, même si ça vous fait pas plaisir. Ça prend en France, ça prend 3 minutes. C'est généralement à côté de chez vous. Donc voilà, faites entendre votre voix démocratique, les amis. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonnes élections. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Bye. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.